grand débat de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Bonjour à tous, écoutez, bienvenue sur Sud Radio. Je suis absolument ravi de passer ces 3 heures en votre compagnie. Vous l'avez compris, 2 parties dans cette émission. Tout d'abord, avec nos débatteurs qui sont déjà là autour de la table, on évoquera 4 sujets aujourd'hui. Bien sûr, on reviendra sur la disparition de cette icône, Brigitte Bardot, saluée dans le monde entier, faut-il le rappeler, c'est pas si courant. Brigitte Bardot, on se posera cette question sous cette forme-là, peut-être un peu provocatrice, un peu piquante. Est-ce qu'elle pourrait être notre Marianne aujourd'hui ? Ça nous permet de comparer les époques, les années 60, De Gaulle, avec la période d'aujourd'hui. Vous nous direz ce que vous en pensez. Alors, quel est le sommaire ? Eh bien, juste après Brigitte Bardot, on s'intéressera également à la campagne de Rachida Dati, qui est ultra présente sur les réseaux sociaux et qui cartonne. Elle cartonne 5 millions de vues sur X, 4 millions sur Instagram, 2,5 sur TikTok. Moi, je vais vous dire une chose, ça me rappelle quelque chose. Je vais un peu raconter ma vie quand même, parce que comme le disait à l'instant Thierry Guerrier, qui fait partie bonjour Jacques, bonjour à tous, qui fait partie de nos débatteurs, et je le remercie. Grande voix qu'on a connue sur d'autres chaînes et également sur Sud Radio. Les auditeurs vous connaissent bien. Un peu, oui. Eh bien, je me disais, ça me rappelle la campagne. Je veux pas faire de comparatif, mais ça me rappelle la campagne de Donald Trump. Pourquoi ? Parce que le Tea Party, ils avaient compris. Oui, mais parce que vous savez que ça, c'est l'argument de ses adversaires de gauche, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre à dire que Trumpisme, ils ont ce mot-là à la bouche, ils sautent comme des petits. Oui, mais vous allez voir pourquoi. Bon, soyons sérieux, quoi. Mais on y reviendra de toute façon. Traiter cette femme plus en détail, jeune, dynamique, beurette, de Trump, de Trumpiste. Il est à fond. Franchement, soyons sérieux. Il faut dire la vérité, Thierry Guerrier. Vous êtes soutien de Rachida Dati. Absolument. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors que moi, j'ai soutenu Delanoë quand il est arrivé. J'ai même fait sa campagne à l'époque. Mais ils ont trahi. La gauche a trahi son espoir. Thierry Guerrier est devenu un traître. Si vous voulez, Jérôme. Ça commence fort. Mais j'assume que je soutiens Rachida aujourd'hui. Je vous dirai que vous assumez, parce que dis donc, sinon, c'est pas un vrai soutien. Bref, mais Trump, pourquoi Trump ? Mais parce que, en fait, le Tea Party, qui a en réalité donné les clés à Donald Trump, mais peut-être aussi à Rachida Dati, s'est dit, la campagne, c'est fini, elle se ne déroule plus dans les médias mainstream. Maintenant, la campagne, c'est d'abord sur les réseaux. Pourquoi ? Mais parce que vous parlez directement aux gens, mais surtout, vous donnez le sentiment que c'est la réalité. Et qu'il y a une autre réalité qui est la réalité mainstream, c'est celle des grands médias. On parlera de ça tout à l'heure. Ça marche. On parlera. Allez, je continue avec le sommaire. Deux autres sujets brûlants. Faut-il démolir face au risque de nouvelles inondations ? Faut-il construire différemment ? Quelle solution ? Vous êtes dans l'Aude, vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques, vous avez subi ces inondations et vous nous appelez au 0826 300 300. Pensez-vous qu'il faille aller jusqu'à des solutions extrêmes comme détruire ? Ça peut être un crève-cœur pour certains d'entre vous, mais ça peut aussi être une solution, malheureusement. Et puis, ça a été le sujet d'une partie du week-end. Ça vous a sans doute pas échappé, mais on s'intéressera à la situation de l'agresseur présumé de 3 femmes dans le métro vendredi soir à l'Arme Blanche. Un jeune homme malien de 25 ans, sous OQTF, donc en situation de devoir quitter le territoire. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a appliqué la loi. On a appliqué les règles. Il n'y a rien à reprocher à personne. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Je vous vois en désaccord, mais écoutez, vous nous direz ce que vous en pensez. J'ai pas présenté tous les débatteurs, c'est peut-être le moment de le faire. Donc on sera avec vous également, Quentin Gérard, journaliste au JDD. Bonjour à vous, Magali Vicente. J'aurais dû commencer par vous, franchement, c'est pas très poli. Communicante politique. Vous êtes bien tombé, hein, vous avez vu le menu, c'est parfait. Rachida Dati, etc. Communicante politique, les journalistes et chroniqueurs qui font l'actu en 2025. Ça, ce sera votre coup de cœur, parce que évidemment en fin d'émission vous nous direz quels sont vos coups de cœur de l'année. Et puis on est également avec Jérôme Dubus, vous êtes vice-président de France-Israël. Jérôme Dubus, bonjour. Bonjour. Eh bien, on vous dit à tout de suite, parce que vous n'êtes pas avec nous dans le studio. Vous êtes où ? Vous êtes dans le sud, vous n'êtes pas les pieds dans l'eau, j'espère. Ah non, je suis dans Seine-et-Marne, à Fontainebleau. Vous n'êtes pas vraiment dans le sud. Mais les pieds dans l'eau peut-être aussi. C'est le sud de la Seine-et-Marne, c'est le sud de l'Île-de-France.
Bon, très bien. Et puis, à midi, ce sera l'heure des 2 actus du jour. 2 actus, 2 invités. C'est simple. Yves Bigot, le producteur et écrivain, pour nous parler de Brigitte Bardot. Pourquoi Brigitte Bardot n'était pas une féministe, j'ai envie de dire démonstratrice, revendiquée? Quel était son rapport au féminisme, à la position des femmes dans la société? Elle qui a tant représenté l'idéal féminin. Et Yves Bigot, c'est son biographe, il nous en parlera, il est producteur, c'est un homme de télévision et il la connaissait évidemment très très bien. On reviendra également sur cette info, midi 15, info du Canard enchaîné, moi qui m'a bluffé. Les hackers qui ont pu s'introduire dans les serveurs du ministère de l'Intérieur, est-ce que vous savez combien de temps ils sont restés? Quelques minutes? Quelques jours? Non, ils sont restés 26 jours. En fait, c'est un hacker. Il a 22 ans, il a réussi à se balader. Moi, ce qui me frappe, c'est pas seulement qu'on puisse entrer et voler des données, c'est qu'il n'y a pas de système d'alerte, en fait. Bah oui, s'il reste 26 jours, c'est qu'il n'y a pas de système d'alerte. Quand vous rentrez dans un supermarché, Thierry Garrier, et que vous volez quelque chose, ça sonne, non ? Non mais très bien, je ne connais pas bien les détails de cette affaire, mais s'il a été dans un premier temps intégré en partie aux équipes du ministère, oui, mais ça veut dire qu'il peut y avoir, il y a eu une erreur dans le recrutement. Alors c'est pas un recrutement, non, c'est quelqu'un qui a volé, il a volé en fait les mots de passe et il s'est fait passer pour l'un des agents. Très bien, non, mais ça veut dire que le système n'est pas parfait. Ben non. Et sûr. Et voilà, et on en parlera avec notre invité qui est évidemment spécialiste de la cybercriminalité et qui nous parlera de tout ça. On essaiera de comprendre aussi pourquoi nous, on ne réplique pas. Alors peut-être, moi je sais pas, je connais pas la loi à ce sujet. Est-ce qu'on n'a pas le droit? Mais parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question de savoir s'il n'y a pas une ingérence étrangère. Mais est-ce que la France réplique? Est-ce que la France, elle agit aussi de cette façon-là? On en parlera. Si la France agit, on va pas vous le dire. Oui. Oui, exactement. C'est un peu la réponse que j'attendais. C'est un peu la réponse. C'est un peu la réponse que j'attendais, mais on en parlera. Ça a évolué parce que j'ai me souvenir d'une discussion il y a quelques jours avec un ancien secrétaire général de la Défense nationale, c'est-à-dire le plus haut gradé des fonctionnaires civils face aux militaires, en collaboration avec les militaires qui doivent organiser la défense. Il s'appelle Louis Gauthier, qui est un grand monsieur, un très haut fonctionnaire. Il est directeur d'une chaire de géopolitique à la Sorbonne, et dans une discussion avec lui il y a quelques jours, je lui disais mais enfin l'hostilité des Russes à cet égard, et notamment les cyberattaques contre la France, il me dit mais quand j'étais secrétaire général, c'est connu maintenant, mais à l'époque on ne disait rien de qui était l'agresseur, mais dès 2018, souvenez-vous de la cyberattaque contre TV5 Monde, dont tout le système s'est effondré en quelques minutes, et il a fallu quelques heures pour relancer. C'était déjà une attaque qui, à l'époque, l'État français avait dû y faire face. On ne le disait pas parce qu'on voulait pas montrer, désigner du doigt immédiatement la Russie. Ça a commencé en 2018, donc vous voyez qu'on est déjà 4 ans avant l'attaque en Ukraine. Et puis petit à petit, il y a eu un changement d'attitude, de stratégie. Aujourd'hui, on dit clairement, quand il s'agit des trolls, des fermes poutiniennes qui attaquent. Et on le dit, c'est de savoir si nous... Jérôme a raison, on ne va pas dire aujourd'hui... Si l'armée russe a été quasiment paralysée en février 2022, alors que tout le monde s'attendait à ce qu'elle prenne l'Ukraine en 4 jours. Absolument. En tout cas, c'était le souhait de Poutine, c'est pas un hasard. Voilà. Elle a été totalement paralysée, totalement désorganisée. Vous savez des choses, Jérôme, que vous ne dites pas. Oui, vous savez des choses que vous ne dites pas. Oui. Bon, écoutez, on se retrouve dans une seconde. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. C'est notre premier débat de la matinée. Et si Brigitte Bardot avait 20 ans aujourd'hui, serait-elle notre Marianne, celle de toute la France ? Que dirait-on sur le flanc gauche? Ben oui, je me suis dit qu'on allait se poser cette question sous cette forme, parce que lorsque j'ai lu les réactions, j'imagine que vous avez fait la même chose, vous, toute la journée d'hier. Vous avez regardé, vous avez scruté, vous avez scrollé, comme on dit aujourd'hui. Je déteste ces mots, mais bon, c'est comme ça. Qui serait élogieux? Qui serait dans la retenue? Est-ce que certains vont oser provoquer? Je dois dire que dans un premier temps, on était plutôt dans la retenue. Alors là, j'ai été frappé par le premier tweet d'Aymeric Caron. Moi, je le dis tranquillement, je suis pas un admirateur de Aymeric Caron, je partage pas ses opinions, mais
Voilà ce qu'il dit. Tristesse d'apprendre la disparition de Brigitte Bardot, qui fut une pionnière de la défense des animaux, au point d'abandonner sa carrière de superstar du cinéma pour y consacrer le reste de sa vie. Aujourd'hui, je laisse de côté les déclarations polémiques, je ne retiens que son engagement précurseur. Je trouvais ça assez classe. Et vous avez vu les commentaires sur son post. Il faut le saluer quand même. Il s'est pris une déflagration par beaucoup de militants d'extrême gauche radicaux qui l'ont clairement insulté, lui disant que en fait il déroulait le tapis rouge à l'extrême droite, qu'il s'était droitisé. Et force est de constater que j'ai un petit peu regardé, c'était une des seules personnalités de gauche à prendre la parole et à saluer Brigitte Bardot, même Olivier Faure. J'ai pas vu de message, j'ai pas regardé depuis, mais j'avais pas vu non plus. C'est vrai que la parole n'était pas vous avez raison, très libérée à gauche. Ce qui est frappant, c'est la violence en réalité, alors qu'il fait quelque chose de sobre. Oui. Parce qu'il dit quand même, je me prononce pas sur ses opinions, c'est pas le moment. Oui, et il met ça de côté. Voilà, il met ça de côté. Il met en avant sa filmographie, sa défense des animaux, qui est tout à fait louable. Oui, surtout que lui, c'est un fervent défenseur de la cause animale, etc. Donc c'était tout à fait logique qu'il prenne la parole. Les moustiques. Oui. Bon, et puis vous avez des gens qui, le jour de sa mort, d'une icône, se font de la pub en déversant des torrents de haine, et ça, moi, je trouve ça révoltant. On peut constater l'existence de 6 condamnations pour racisme, notamment un antiracisme anti-musulman viscéral, et ça passe crème. C'est Émilie Gomis qui dit ça. Franchement, c'est... mais quel... Non, vous savez, d'abord, elle était... Attendez, il faut être clair. Brigitte Bardot n'était pas raciste au sens où elle n'était pas hostile aux musulmans en tant que personne. Mais évidemment. Elle considérait que dans la religion musulmane, il y avait des choses qui étaient inacceptables pour sa culture, pour sa liberté, sa vision de la vie. Voilà, c'est une opinion. Et en France, Charlie Hebdo l'a montré, elle a payé très cher. On a le droit de critiquer les religions, telle ou telle religion. On a été anticléricaux et anticatholiques assez longtemps, je le dis alors que je suis catholique. Ouais. Et bon, voilà, c'est la liberté de ce pays. C'était ça qu'affirmait avec une liberté brutale Brigitte Bardot. Voilà. Brigitte Bardot pourrait-elle être notre Marianne aujourd'hui? On en débat dans un instant, juste après la réclame, comme on dit. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, et on se pose cette question avec nos débatteurs. Brigitte Bardot pourrait-elle être notre Marianne aujourd'hui? C'est une façon de comparer évidemment ces sociétés qui ont bien changé. La France des années 60 de Gaulle, de Brigitte Bardot, avec la France d'aujourd'hui. Alors, on parlait de ces tweets et de la réaction. C'est vrai que les réactions ont été plutôt soft dans un premier temps, et puis peu à peu la haine est arrivée. Voilà ce que dit Gabriel Catala, député LFI, condamné 5 fois pour incitation à la haine raciale, admiratrice des Le Pen avant de soutenir Zemmour, Dupont-Aignan, anti-mouvement MeToo, soutien de Depardieu, transphobe. Voyons, à quoi bon défendre les phoques lorsqu'on est incapable de reconnaître l'humanité de ses semblables? Quand même, c'est quand même très très méchant de dire ça. Et puis, Emma Fourreau, députée européenne France Insoumise, écoutez bien, la cause animale n'est pas dissociable des autres combats pour l'émancipation. On ne compartimente pas les luttes, on érige encore moins des icônes. Alors là, je me suis dit, ça y est. La haine a mis du temps à venir, quelques heures sans doute, le temps de la concertation, peut-être avec les autorités compétentes ou le guide suprême. Donc si je comprends bien le raisonnement, on ne compartimente pas les luttes. Qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à Brigitte Bardot? D'avoir critiqué l'idéologie islamiste, c'est-à-dire le recul de la position de la femme, elle qui a tant fait pour l'émancipation des femmes, ou bien d'avoir critiqué l'abattage rituel, elle qui a passé sa vie, avant tout le monde, à défendre la cause animale. Est-ce que c'est ça qui est interdit, ou est-ce que ce sont des mots qui ont été condamnés par la justice, et justement condamné par la justice? Bien moi, je suis désolé, Emma Fourreau, je compartimente. Je dissocie des propos que je ne répéterai pas et qui ont été condamnés par la justice. Elle a en effet été condamnée à 5 reprises, pas de problème, la justice est passée, mais je mets les outrances d'un côté et un combat républicain de l'autre. Voilà, c'est un combat républicain, car il ne s'agit de rien d'autre que ça, la défense de certaines valeurs.
Magali Vicente. Je suis d'accord avec vous. En fait, on en discutait tout à l'heure avec Quentin. Quand je suis allée, pareil, sur les réseaux sociaux hier, on le voit bien. Et il y a une extrême polarisation des réactions, et notamment au niveau de la jeunesse. Je suis en fait le compte d'une influenceuse sur TikTok et sur Instagram, qui notamment avait été interviewée dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire TikTok, qui disait à ses abonnés, elle faisait une réaction en fait à la publication de nombre de ses abonnés justement qui louaient Brigitte Bardot, et elle leur disait en fait, je comprends pas. Faites attention quand même à ce que vous mettez sur vos réseaux sociaux, parce qu'il faut pas oublier que Brigitte Bardot, c'est condamnation pour propos racistes, etc. Et en fait, on est incapable d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'on le voit bien sur toute la frange extrême gauche. Effectivement, on ne compartimente plus, c'est-à-dire que on ne dissocie plus les capacités d'engagement, et donc on n'est pas en capacité de reconnaître l'engagement qu'elle a eu au travers de la cause animale, parce que ça, on ne peut absolument pas le reprocher. Et d'ailleurs, il y a énormément de choses qui ont été faites et ça devrait être salué. Et puis, l'engagement féminin, parce que quoi qu'on en dise, et le pire, moi, en tant que femme, ce qui me choque, c'est que ce sont nombre de femmes qui en fait sont dans cette façon de s'exprimer et cette condamnation à ne pas vouloir louer ce qu'a apporté Brigitte Bardot, l'icône que ça peut représenter. Après, j'aurais un peu de nuance sur la notion de Marianne par Marianne, parce que la Marianne, ça va au-delà et on est plutôt en train de parler de Marianne d'une voix collective liée à la République. D'abord sur le fait de compartimenter ou pas. Je trouve que en tant que communicante, vous avez vous avez les mots. Moi, je trouve qui sont, c'est quelque chose qui me choque beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que on n'arrive pas à dissocier certains écrits de l'entièreté de la personne, si vous voulez. Non, parce que le débat politique, Brigitte Bardot, c'est un tout, et on va pas réussir pour une partie de la classe politique et pour une partie des opinions aujourd'hui à dissocier, et donc on compartimente pas. Parce qu'il y a cette polarisation extrême de la jeunesse au niveau politique, et ça c'est un sujet qui va aussi. Une partie de la jeunesse. Oui, une partie de la jeunesse. Jérôme Dubus. Dans les extrêmes, beaucoup. Jérôme Dubus, là-dessus, sur cette notion de cette incapacité finalement il n'est pas avec nous. Bon, c'est pas, on le retrouvera dans un instant. Thierry Garrier. Oui, moi je vais jouer mon boomer, mais je suis un peu plus vieux, peut-être le doyen dans ce studio. Je suis né en 59, donc elle était déjà installée, Brigitte Bardot. Mais je pense que je comprends ce que la générosité des jeunes en particulier peut amener à vouloir défendre des valeurs, une attitude, des choix. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, notamment à travers les réseaux sociaux, tout est très binaire et sans nuance. Et cette absence de nuance les amène à on sait que ce sont les algorithmes qui malheureusement favorisent ça. Exactement. Vous êtes noir, vous êtes blanc, vous êtes rouge, vous êtes vert, vous n'êtes jamais au milieu. Mais ça amène la nuance est interdite aujourd'hui. Et du coup, quand on est du côté de ce qu'on veut penser comme la générosité, et donc la critique de la Brigitte Bardot qu'ils ont connue, c'est-à-dire la plus ancienne, la plus vieille, et celle qui en effet a été condamnée pour appel à la haine raciale par exemple, etc. Oui. Eh bien, ils ne voient que ça en elle. Or, en effet, la nuance voudrait qu'on se souvienne, et moi je l'ai adorée, Brigitte Bardot. C'est pour ça qu'elle pourrait pas être je l'ai détestée aussi. Elle pourrait pas être Marianne aujourd'hui. Non, mais il y a ce côté fédérateur. Mais si, parce que elle pourrait être la Marianne. D'abord, ce concept de Marianne est dépassé. On ne met plus une personnalité derrière cette icône qu'est la République. Je suis pas d'accord, parce que dans les années 60, elle était l'ambassadrice de la France. Eh bien, précisément, moi je vous réponds. C'était ça aussi. C'est une ambassadrice. C'était une ambassadrice. Non, mais je veux dire, Marianne ne représente plus, pas la Marianne républicaine, mais on ne met plus une personnalité sur le buste de la Marianne. Ça, c'est une époque entre 50 et 80. Depuis 90 peut-être, mais depuis 20-30 ans, c'est fini. On ne cherche plus spécialement. On a l'idée de la République, mais voilà. Mais ce que je veux vous dire, pour moi, Brigitte Bardot, des années 50-60, libre, belle, éclatante, au fond, celle-là, je l'ai adorée, et peut-être que cette Marianne-là, vous savez, vous connaissez l'anecdote. Le général de Gaulle, avec toute sa rigueur morale, sa droiture, qui était évidemment un homme exceptionnel, le général de Gaulle
n'a pas pu s'empêcher de se laisser aller à son côté un peu séduit par les rondeurs et la beauté physique. Ne laisser indifférent aucun homme. Et bien son épouse, la première dame de France, la fameuse tante Yvonne de Gaulle, était très hostile à son désir. C'est lui qui a voulu qu'elle soit Marianne. Il y avait quelque chose de très provoquant. Madame de Gaulle était hostile. Eh bien, le général de Gaulle a dit je passe outre et bon, voilà, peu importe. Vous savez ce qu'a dit le général de Gaulle aussi sur Brigitte Bardot. Il dit que la France, c'est moi et Brigitte Bardot. Quentin Gérard. C'était justement tout résumé. Tout est résumé. Et à certains égards, on parle d'ambassadrice. Mais cette icône-là, celle dont les Beatles naissants et Bob Dylan ont décrit des chansons inspirées par elle. Oui, elle pourrait être, à mon sens aujourd'hui. Maintenant, il y a l'autre Brigitte Bardot, celle qui jusqu'à 91 ans a insulté, mais aussi a défendu les animaux. Bon, on peut ne pas l'aimer, mais elle a assumé d'être une vieille dame, par exemple. Oui. Jérôme Dubus, là-dessus, sur cette incapacité finalement qu'ont certaines voix à dissocier, à faire la part des choses entre l'émancipation des femmes. On va pas être dans le débat franco-français. Moi, j'ai lu la presse étrangère, c'est beaucoup plus intéressant que les filles. Mais oui. Et la presse étrangère, elle est dithyrambique. Le Guardian, la presse italienne, la presse américaine, même la presse asiatique. On en parle en Chine, on en parle au Japon. C'est un peu comme Alain Delon au moment du décès d'Alain Delon, c'était exceptionnel. On parle de la France partout depuis hier. Et on vient, car les critiques qui sont faites par notamment un certain nombre de gens de LFI sont assez lamentables. Moi, je ne les accepte pas, je les récuse. Je préfère qu'on parle de la France à travers Brigitte Bardot en bien, comme c'est fait actuellement par la presse étrangère, que d'avoir ces minables réactions. Ils ne sont pas à la hauteur, bien sûr. Voilà. Ce qui n'empêche pas de condamner un certain nombre de choses. Comme vous venez sur la personnalité elle-même. Sur la personnalité elle-même de Brigitte Bardot, moi je suis plus réservé que ce que je viens d'entendre. Excusez-moi, j'ai été coupé, donc j'ai pas tout entendu. Il y a une partie qui me paraît éclatante, c'est la première partie, quand elle était actrice. La deuxième partie, comme femme d'opinion, opinion au pluriel, pas au singulier, est plus discutable. Voilà, je l'ai entendu hier dans une interview quand elle a sorti son autobiographie. Elle était allée chez Pivot, dans Bouillon de Culture, et c'était très intéressant. Ça a été rediffusé hier sur LCI. On l'a rediffusé tout à l'heure, oui. Voilà, vous l'avez rediffusé aussi. C'était très intéressant parce que on voyait un peu la complexité du personnage. Oui. Au fond, elle a dit quand la France est très, très moralisatrice, sous les années 60, avant les années 68, avant mai 68, j'étais moi contre cette moralisation. Et quand la France est devenue anti-morale, je suis devenu mère la morale. C'était très intéressant d'entendre ça de sa part. Ça prouve la complexité du personnage. On l'a fait passer pour une nunuche, pour une imbécile. Non, je crois qu'elle était assez intelligente et en réalité... Et elle avait un regard sur la société qui était assez décalé. Je trouve décalé. Il faut prendre toute cette complexité du personnage. Alors évidemment, ceux qui la critiquent aujourd'hui n'ont pas cette complexité d'esprit, loin de là. Non. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, Brigitte Bardot ne pourrait pas vraiment incarner cette époque, parce que d'ailleurs, elle n'aimait pas vraiment cette époque. Dès les années 70, elle a quitté le cinéma parce qu'elle n'aimait pas cette surexposition médiatique, d'être la coqueluche, la star. Et dans notre époque aujourd'hui, qui est l'époque de l'instantanéité des réseaux sociaux, elle ne s'y retrouvait d'ailleurs pas du tout. Et c'est pour ça qu'elle était à Saint-Tropez bien cachée, qu'elle ne sortait très peu dans les médias, voire pas du tout. Sur cette capacité à lire la société telle qu'elle pourrait être dans les années à venir, je vais vous faire écouter 3 petits sons juste après la publicité, vous allez être bluffés, parce qu'on est en 73, elle parle de problèmes dont on ne parlait vraiment pas en 73. Elle était avant-gardiste. Voilà, elle était très avant-gardiste. On s'en parle juste après. Une grande écologiste au sens propre. Exactement, c'est de ça dont je voulais parler. On s'en parle dans un instant, juste après ça. Toute la famille Sud Radio vous souhaite de belles heures. Jacques Cardoz.
On évoque Brigitte Bardot pour commencer avec nos débatteurs dans cette émission 10h midi. Vous savez, 4 débats, 4 débatteurs, voilà, et beaucoup de choses à se dire. On parlait à l'instant de cette archive en 1973. On va écouter 3 petits extraits. Tout d'abord, un premier extrait sur les raisons qui l'ont poussé finalement d'abord à vouloir défendre la cause animale. On écoute. Je crois que l'amour qu'on a en soi, on peut le donner à tout le monde. Et simplement, beaucoup de gens s'occupent du problème des femmes, des enfants, des vieillards. Mais personne ne s'occupe du sort incroyablement inhumain qu'on fait parfois subir aux animaux. J'ai décidé de mener une campagne pour que la souffrance animale soit amoindrie, parce que c'est pas croyable ce qu'on leur fait voir. Alors là, c'est l'un des premiers thèmes qui est exploré dans cette émission. Elle est face à Nathalie Sarraute notamment, Jean-Pierre Elkabbach également. Et puis ensuite, elle va parler de l'avortement. Et là, elle a du courage parce qu'on est quelques mois avant la loi Veil. On est juste avant. Et bon, elle dit clairement, moi j'avais 4 ans, donc je suis pour l'avortement. Je peux pas dire, je m'en souviens, mais en 73, mais je sais. Évidemment, pour avoir regardé un certain nombre et avoir lu un peu de documentation sur cette, on sait que les conditions dans lesquelles Madame Veil a fait passer cette loi, c'était très très compliqué. C'était très polarisé aussi. Oui. Voilà, c'était très polarisé. Et elle a le courage. Elle a le courage de s'exprimer sur cet aspect-là. Évidemment, elle défend le droit à l'avortement. Et à toutes les femmes qui aujourd'hui l'accusent, je voudrais qu'on écoute ce petit passage, parce que je le trouve vraiment... Elle est face à Claude Sarraute. Elle est face à Claude Sarraute, elle apporte une autre notion. Elle apporte une autre notion dans cette France de 73. Les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants peuvent très bien se faire avorter, elles ont les moyens. Et les femmes qui n'ont pas les moyens sont elles qui pâtissent de tout ça et qui ont des enfants qui sont abîmés ou qui meurent, parce qu'il y a des façons de faire des avortements illégaux qui sont monstrueuses. Alors il faut que ce soit légal, et que plus personne ne risque d'en mourir. Et que le fait d'avoir un enfant soit une joie au lieu d'être une catastrophe. Voilà, je voulais qu'on écoute ce passage, c'est quand même, Magali Vicenne, c'est bluffant, parce que, encore une fois, il faut se replacer dans le contexte. Ouais, franchement, la France n'était pas pour. C'était, voilà, il y avait quand même une sacrée opposition. Eh bien, 1973, elle est au sommet de sa gloire, hein, d'une certaine façon à ce moment-là. Elle a déjà tourné beaucoup de films et les plus fameux. Elle prend la parole. Oui, mais c'est ce qu'elle dit pour chacun de ses engagements. Elle dit j'ai pas besoin de publicité en fait. Et c'est ça qui fait sa liberté assumée, quels que soient les combats qu'elle va mener. Elle a cette liberté assumée à la fois sur le fond pour dire ce qu'elle pense et à la fois sur la forme aussi, c'est-à-dire la façon dont elle va choisir en fait de s'exprimer. Et c'est ça en fait qu'il faut regarder. Et se parler vrai. Moi j'étais pas née non plus, mais si on le replace aujourd'hui à ce qu'on a dans notre société, dans les différentes formes d'engagement, eh bien là on a un parler vrai qui est vraiment incarné. Thierry Garrier. On n'arrive pas à avoir aujourd'hui dans notre société. Et à cet égard, moi j'ai été impressionné de revoir cet extrait de télévision face à Claude Sarraute. En fait, Claude Sarraute instille ce débat sur l'avortement tout d'un coup, alors qu'elle parle de son engagement pour les animaux, etc. Puis elle lui dit, mais au fait, l'avortement. Et là, on a une Brigitte Bardot spontanée, comme le dit Magali, qui tout d'un coup dit, ah bah ça, sur ce sujet. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Les femmes. Et elle ajoute, on voit bien que ce sont les hommes qui font les lois. Exactement. Parce que s'ils avaient le 10e des problèmes qu'ont les femmes, et notamment celui-là, de se voir imposer parfois, à la suite, on a fait l'amour, et puis on n'était pas bien protégé, et puis voilà, et puis on a un enfant, mais qui doit l'assumer derrière? La femme, et c'est ce qu'elle dit, en fait, et c'est en effet extrêmement précurseur, hein, c'est incroyable. On l'entend au ton, d'ailleurs, elle a cette liberté, c'est pas un calcul politique, non, elle le dit simplement, et elle est contre la France morale de l'époque. Et surtout, ce qui est frappant, c'est se parler vrai. C'est se parler vrai, parce qu'on est quand même... Contre l'extrême droite. Les conservateurs, même encore aujourd'hui réactionnaires, hostiles notamment à ce droit. On peut ensuite avoir certaines valeurs et être hostile à l'idée de toucher à la vie, mais ça, c'est intime. En revanche, ceux qui se disent de son côté à elle, quand elle est d'extrême droite, la raison pour laquelle aujourd'hui certains jeunes la critiquent sans nuance, mais en fait, elle était
révolutionnaire et hostile à cette façon de penser la société. Ouais, c'est toute la problématique de la société d'aujourd'hui. Je trouve quand même qu'on n'aille pas écouter ces passages et ces propos, ces moments. Peut-être parce qu'ils ne le savaient pas, tout simplement, oui, mais par manque de culture. J'espère qu'ils écoutent. J'espère qu'ils écoutent Sud Radio. On a eu les mêmes réactions lorsque... Alors, c'était pas le contexte était un peu différent parce que c'était une femme et Alain Delon était un homme, mais on s'est polarisé quand Alain Delon est décédé sur deux choses, pas du tout sur sa carrière, alors qu'à l'étranger, une fois de plus, c'était les mêmes réactions très positives face à comme celle qu'on a eue hier pour Brigitte Bardot. On s'est polarisé sur deux choses. Un, ses relations avec Le Pen, dont on se fiche éperdument, et deux, pour Alain Delon, ses problèmes de famille et de succession. Bon, et tout le reste, toute la carrière est passée par pertes et profits. Eh bien là, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. On a extrait un certain nombre de déclarations, peut-être trop franches, parce qu'elle était effectivement très franche, donc elle disait ce qu'elle avait envie de dire. Elle n'avait pas de filtre, et d'ailleurs, elle ne voulait pas en avoir, et elle avait bien raison. Et on a extrait ces quelques phrases dont on considère parfois qu'elles sont un peu malheureuse, pour résumer la personnalité de Brigitte Bardot. Mais c'était pas ça du tout, la personnalité de Brigitte Bardot. C'est ça qui est étonnant, cette simplification partout. Et cette volonté qu'on a toujours quand même et cette volonté que certains ont quand même dans cette société à vouloir compartimenter justement, à vouloir ranger les gens dans les cases. Mais non, on est tous complexes, on passe tous par des opinions différentes. Et puis une vie, je nous le souhaite à tous, c'est long et donc on peut passer par différentes opinions. On va justement écouter ce troisième extrait dont on parlait tout à l'heure avec Thierry Garrier. Là aussi, elle était visionnaire. Encore une fois, on est en 73, c'est au moment du choc pétrolier. Alors franchement, s'il y a bien un truc dont on ne parle pas du tout, c'est de l'écologie. Écoutez Brigitte Bardot. Est-ce qu'il y a une cause prioritaire, ou pour les femmes ou pour les hommes d'aujourd'hui ? Je crois que si les hommes ne font pas attention, enfin quand je dis les hommes, c'est l'humanité tout entière, les hommes et les femmes, il va se passer des choses terribles, parce que je crois que je pense à la pollution, je pense à des tas de choses qui font que je ne sais pas comment va être la vie dans quelques dizaines d'années, mais elle sera sûrement absolument épouvantable. Là aussi, c'est bluffant. Franchement, c'est bluffant. Elle parle de pollution. Elle nous dit que la planète sera à peine respirable. Franchement, avant que ce soit à la mode. Avant que ce soit à la mode. Sur beaucoup de grands sujets, elle était avant-gardiste. Mais vous voyez, quand on écoute ces trois petits sons, on se dit, alors d'abord, je veux faire la défense des animaux parce que personne ne s'en soucie. Et puis, en fin d'interview, il faut que quelqu'un prenne à bras-le-corps la problématique écologique parce que, voilà. Et juste après, d'ailleurs, le plateau est assez bluffé et stupéfait parce qu'il ne l'attendait pas non plus à cette époque-là sur ces sujets-là. Et j'ai vu il y a quelques semaines, des extraits de cette petite série qui est sur France Télévisions, assez remarquable, voilà. Et avant même qu'elle décède, mais parce qu'on s'inquiétait de sa santé, vous savez, il y a quelques qui est à nouveau disponible sur la plateforme. Eh bien, j'ai revu les extraits. J'étais petit quand c'est dans les années 70, enfin jeune, et je m'en souvenais pas. Où elle arrive, je crois que c'est en Alaska, pour défendre les bébés phoques. Les bébés phoques. Et à l'époque, elle doit faire face là-bas. Une partie de son équipe d'ailleurs a peur physiquement parce qu'ils sont menacés par les chasseurs de phoques. Elle tient bon, elle dit je reste. Elle impose une conférence de presse. Elle a toute une presse hostile du Canada par exemple. Et elle tient bon et elle finit par retourner l'opinion en sa faveur. Elle va se coucher sur un bébé phoque ensanglanté. Avec une photo qu'on connaît tous. Exactement. Ouais. Mais ça a été l'affaire d'une forme de courage physique face à des gens qui lui étaient extrêmement hostiles là-bas. Et il y a eu un résultat à la fin, parce qu'en 2007, je crois, si je ne me trompe pas, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour interdire l'importation de vêtements faits, produits avec ces bébés phoques, avec le massacre de ces bébés phoques. C'est le point. Il y a une mobilisation et il y a des résultats derrière. Et en tout cas, elle était avant la mode, avant que ce soit l'affaire d'un commerce politique, d'un fonds de commerce pour des écolos aujourd'hui qui cherchent à utiliser un appareil politique. Un sens politique derrière. Voilà, mais qui sur le fond, on y reviendra peut-être. Oui, et alors ce qui est frappant dans cet extrait dont vous parlez, c'est qu'elle n'hésite pas à railler, à critiquer
peut-être une partie de son public à l'époque, parce que dans elle s'en fout. Elle s'en fout totalement. Dans cet extrait sonore, elle dit, dans ce passage où elle est filmée, elle dit tout ça pour des connes qui porteront des visons. Non mais, enfin, je veux dire, franchement, c'est-à-dire que elle a le franc-parler, mais en plus, elle a, je dirais qu'il n'y a aucun calcul, quoi. Elle ne se dit pas, je sais pas, peut-être qu'elle se disait aussi, je reviendrai dans le monde du cinéma, parce que quand on dit je quitte, je m'en vais si tôt, elle avait 39 ans. Non, elle est parvenue, mais vous voyez ce que je veux dire. Elle aurait pu aussi avoir, essayer de marcher un petit peu sur des œufs et se dire je vais préserver tel ou tel intérêt. Pas du tout. Moi, c'est ce que j'appelle. Ah, pardon. Allez-y. Pardon, excusez-moi. Elle était très moderne. Enfin, elle l'a dit à plusieurs reprises. Moi, j'ai regardé un peu les clips qu'elle faisait avec Gainsbourg. Alors Gainsbourg était un génie. Bon, c'était autre chose. Donc il l'a porté aussi. Mais les clips qui étaient faits, Harley Davidson, Initial BB, etc. Tout ça. Aujourd'hui, quand vous les regardez, ça n'a pas pris une ride. Vous envoyez ça à l'étranger, une fois de plus, je le répète, c'est l'image de la France. Et l'image de la France, elle est inventive, elle est moderne, elle est respectée. Je cherche aujourd'hui quelle est la vedette ou la femme de spectacle ou l'homme de spectacle qui porte les couleurs de la France aussi haut. Je n'en trouve pas. Magali Vicente. Je n'en trouve pas. Je disais qu'en fait, elle était dans sa mission, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle dit en fait, ma vie aura été utile si j'arrive à faire changer en fait la cause animale. Et donc, elle a donné un sens à sa vie et elle a donné aussi un sens à sa notoriété. C'est-à-dire que quand elle disait aujourd'hui, j'ai plus besoin de publicité, c'est-à-dire, elle s'est dit, qu'est-ce que je fais en fait de cette notoriété-là ? Comment je la mets à profit des différentes causes que j'ai envie de porter ? Et c'est ça qui fait son discours vrai. C'est-à-dire que moi, je parle souvent. Au-delà de notoriété. Voilà, je parle souvent d'incarnation. Si vous voulez, l'incarnation, c'est quoi ? C'est quand vous êtes vraiment aligné entre ce que vous pensez, ce que vous vibrez et ce que vous faites. Et très clairement, c'est ce que faisait Brigitte Bardot. Et c'est ça aujourd'hui qui va déranger en fait une certaine catégorie, parce que pour certains, il n'y a plus de sens non plus aux engagements qu'ils ont. C'est que de la stratégie. Et c'est ça qui pose problème. Et peu de gens sont capables comme ça de mettre leur carrière entre parenthèses au service d'une cause. Bravo Brigitte Bardot pour moi je ce que retiens vous nous avez chose. donné. Thierry Guerrier, c'est le mot de la fin. Ensuite on passe à un autre sujet. C'est Jérôme sujet. Dubus qui a raison. Quelle est la personne qui a été capable de pas rivaliser au sens péjoratif, mais au sens noble, avec Marilyn Monroe. C'est la seule, c'est elle. D'ailleurs, à un moment donné, la presse internationale a montré ces deux femmes ensemble. Ça est arrivé une fois, et c'est pas par hasard que la place anglo-saxonne est allée présenter Brigitte Bardot à côté de Marilyn Monroe. Il y avait deux aux États-Unis, icônes féminines. Nous avons Marilyn Monroe, vous avez Brigitte Bardot. Exactement. La publicité, et tout de suite après les municipales, la stratégie de com de Rachida Dati est-elle la bonne ? On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, ici on ne coupe pas. Les grands débats de Sud Radio, 10h-13h, Jacques Cardoz. Les débats de Sud Radio, on est avec Magali Vicente, communicante politique, Quentin Gérard, journaliste au JDD, Thierry Guerrier, ancien journaliste, je sais pas si on dit ancien, pour moi on est journaliste, on l'est toute sa vie, ancien présentateur de C'est dans l'air, soutien de Rachida Dati au municipal, ça évidemment, il a eu l'honnêteté de nous le dire à l'instant, avant l'émission, évidemment. Et puis Jérôme Dubus, qui est vice-président de France Israël et que les auditeurs de Sud Radio connaissent bien. Rachida Dati, candidate LR, soutenu par le MoDem. Là, il faut que je fasse attention parce que j'ai Thierry Guerrier qui me surveille. Non, je suis pas un membre d'appareil politique. Moi, je suis un citoyen libre, et parisien. Saturer les réseaux. Est-ce la bonne stratégie ? Est-elle en avance sur ses concurrents ou bien va-t-elle user son public comme le prétend son principal adversaire ? D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous ses concurrents sont fous furieux contre cette stratégie. Bah oui, parce que du coup, faut quand même le dire, elle a un petit coup d'avance. C'est bon signe s'ils sont fous furieux, non ? Exactement. Le socialiste et possible successeur d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, qui a trouvé la bonne formule. C'est de la démagogie à l'état brut, avec évidemment un petit jeu de mots sur brut, on l'aura compris. Monsieur Bournazel, lui, investi par Horizon et Renaissance, il dit « ça ne lui a pas fait gagner un point » dans les sondages. C'est vrai, ça ? C'est faux d'ailleurs. C'est faux. Peu importe, c'est pas les sondages qui comptent, vous savez. Ce qui compte, c'est les électeurs à la sortie. Donc on verra bien. Attendez. Excusez-moi, mais sur les sondages, on y reviendra, mais Bournazel a raison. Le sondage IFOP de novembre, qui a été fait pour le Figaro, mettait Rachida Dati à 27%.
Et le dernier qui est aussi la même. C'est un cluster 17 qui n'a pas la même méthode du tout et qui est tout à fait discutable. Donc on verra bien. Mais enfin, non, mais très bien. Mais il faut pas. À 27%. Oui, non, mais très bien. Mais ce sont les chiffres. Attendez. La droite n'a jamais été si haut depuis 2001. Posez les armes sur la table. Attendez une seconde. Ça dépend ce que vous mettez dans la droite. Quant à Yann Brossa, le communiste, il a décidé de sortir de la sulfateuse. Quand, dit-il, Madame Dati aura fini de faire des TikTok et de se déguiser en éboueur et de justifier ses indemnités de ministre de la Culture? Bon, ça, d'abord, il n'en sait rien, parce que si ça se trouve, elle a une capacité de travail incroyable, peut-être à avaler 3 ou 4 dossiers au ministère de la Culture dans la journée. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont tous contre cette femme? Qu'est-ce qu'ils ont tous à la cibler? C'est parce qu'elle les menace. C'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'elle a. Ils vont perdre, pardon, Magali? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'elle a. Évidemment, ils n'ont pas cette liberté, ils n'ont pas cette énergie. Et ils n'ont pas surtout eu le sens politique de comprendre qu'il fallait parler de la réalité de ce que vivent les Parisiens. Alors d'abord, sur la stratégie, Magali Vicente, vous êtes communicante sur la stratégie. Cette stratégie, on voit bien que c'est quand même assez particulier. Elle commence sa campagne, on la voit pas dans les médias mainstream, traditionnels. Elle est uniquement sur les réseaux. Alors, il faut dire une chose, c'est que lorsqu'elle tourne ses vidéos... très tôt le matin. Lorsqu'elle est sur ses réseaux, lorsqu'elle tourne ses vidéos, elle convoque pas la presse. Elle fait une opération de com, elle est avec les éboueurs. Elle est sur le terrain. Attendez, ça reste une opération de com, je suis désolé. Elle est filmée pendant ce temps-là, mais elle veut aller voir les gens. Quand eux, ils font la même chose et qu'ils distribuent les tracts avec des apparatchiks en quantité, membres du PS pour la plupart, ou employés par la ville, parfois il y a 2 militants bénévoles comme ça qui sont là parce qu'il en reste encore au PS quand même, à Paris, et à ce moment-là, eux, ils s'appellent pas ça de la com. Non mais enfin, de quoi on parle? Sur la stratégie. Commençons par la stratégie. D'abord, le fait de partir en première position, j'ai envie de dire seul devant tout le monde, de mener la danse et de construire ces petites vidéos qui sont assez drôles quand même, il faut bien le dire. Mais au-delà de ça, en communication, vous le savez, on en parle souvent, il y a 3 facteurs qui jouent. Il y a la dimension verbale, la dimension non verbale. Le non verbal, c'est les gestes, les postures, c'est le lieu où vous êtes. Et la dimension paraverbale, c'est la version émotionnelle et la façon dont vous le dites, la voix. Et si vous n'avez pas les 3 qui sont alignés, le message peut pas passer. Donc quand vous êtes à un certain nombre d'endroits, soit sur des plateaux télé, dans les médias, c'est toujours compliqué d'avoir une vraie incarnation. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Rachida Dati? Elle s'est inspirée de ce qui a très bien fonctionné dans la campagne de Donald Trump, et on en parlait tout à l'heure, parce que lui, il avait investi ce champ avant tout le monde, c'est le champ émotionnel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Elle ne pense pas en fonction de Trump. Elle est naturellement comme ça. On laisse terminer. Je ne suis pas en train de faire un parallèle entre les personnalités, je suis en train de faire un parallèle avec les stratégies de communication. Elle n'a pas réfléchi en tant que telle, je peux vous le dire. Est-ce que je peux aller jusqu'au bout de mon argumentation? Donald Trump, il avait compris avant tout le monde que c'était le champ émotionnel qu'il fallait investir en termes de communication. Parce que c'est sur ce champ-là, en fait, que fonctionnent les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'identification très forte. Vous le disiez tout à l'heure, Thierry, quand elle est dans la rue avec les éboueurs, qu'elle parle vrai, quand elle est dans le camion, quand elle est avec les sans-abri, avec les Parisiens, il y a une notion d'identification parce que les gens, quand ils regardent les vidéos, c'est comme s'ils étaient eux à côté. Et c'est ça qui fonctionne. Voilà. Et cette façon-là, elle a compris que ça fonctionnait, et aujourd'hui, politiquement, elle s'en empare. Est-ce qu'on doit aujourd'hui... Mais elle s'en empare pas, ça fait depuis le début de sa carrière politique. Non, sur les réseaux sociaux, c'est différent. Elle est naturellement proche des gens. Magali, sur cette stratégie numérique. Vous allez Jérôme Dubus défend la gauche. Jérôme Dubus défend Emmanuel Grégoire et la gauche. Sur la stratégie numérique, elle s'en est emparée. Je me suis opposé à Delanoë, je me suis opposé à Hidalgo. Ne dites pas ça. Mais on a le droit d'avoir un recul par rapport à la campagne. Mais on peut être un peu plus subtil que ça. Aujourd'hui, le problème de stratégie, puisqu'on parle de stratégie, c'est le problème de la division de la droite. Une fois de plus, la droite est divisée à Paris. Non, mais là, c'est autre chose. On ne parle pas de ça. Moi, je m'intéresse à la même chose. Non, mais si. On l'a perdu. Non, mais attendez. On n'est pas en train de se poser la question de savoir si la droite, comment la droite peut gagner. Mais non. Est-ce que je peux en placer une? Je vous écoute, Jérôme Dubus. Attendez, je précise quand même que vous étiez ex-conseiller de Paris, LR, liste LREM, c'est bien ça, et membre du pôle ID du parti politique Horizon. J'ai été pendant des années conseiller de Paris, LR, UMP, puis LR, puis La République en marche. Et Rachida Dati, aujourd'hui, vous êtes membre du pôle ID Horizon. Je la connais un peu. Dans une partie, quelques apparatchiks de Renaissance et d'Horizon soutiennent Bournazel. Ils veulent faire perdre... Est-ce qu'on peut parler sans être coupé? Oui, absolument. Je précisais quand même que vous êtes bien membre du pôle ID d'Horizon. On est bien d'accord?
Mais non, je suis plus à Horizon, ça non. D'accord, ok, donc, très bien. Moi, je soutiens très clairement Rachida Dati, mais je me pose la question de savoir pourquoi, une fois de plus, la droite n'est pas unie à Paris. Et on connaît... Mais elle l'est, il y a que Bournazel. Ça y est, on ne peut pas continuer. Mais si, allez-y, c'est quoi la droite divisée? Bournazel? C'est Bournazel Horizon, c'est la droite, non? C'est le bloc central, à ma connaissance, non? C'est pas ça? Horizon? C'est centre-droit. Bon. Ouais, c'est ça. Bon, mais là, on s'éloigne, Jérôme Dubus, si vous me le permettez, on s'éloigne un peu de la stratégie de com. Magali Wissem, vous n'aviez pas tout à fait terminé. Stratégie tout court, moi. D'accord. Alors, je reviens à vous dans un instant, mais je voudrais que Magali termine sur la stratégie de communication, sur ces 3 facteurs, le fait qu'elle s'en soit emparée et le fait que, quand même, elle mène la danse aujourd'hui, il faut bien le dire. Mais bien sûr, parce qu'elle a compris l'intérêt aujourd'hui des vidéos et de l'impact émotionnel que ça a sur le champ des réseaux sociaux. Voilà. Qu'elle l'incarnait précédemment, il n'y avait pas de sujet sur le terrain, dans la rue, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, très peu de politiques sont en capacité de s'emparer de ce champ-là sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne sont pas capables devant la caméra d'être naturel et d'être vrai. Et c'est ça qui fait le sujet, et c'est ça qui irrite en fait les autres groupes politiques. C'est parce qu'ils n'ont pas en fait cette capacité à incarner une personnalité sur le terrain aux côtés des Parisiens. Est-ce que dans ce temps de campagne, il est plus important d'exister, d'incarner et pas forcément d'expliquer et d'avancer des idées? Il faut les deux. C'est-à-dire que la difficulté, là où effectivement la stratégie de communication numérique de Rachida Dati doit prendre en compte une notion essentielle, c'est que pour ne pas justement être catégorisé dans la notion juste de buzz ou juste de dispersion, parce qu'à voir toutes les vidéos, on pourrait croire ça, eh bien, il faut aussi qu'il y ait un certain nombre de vidéos ou d'autres prises de parole qui soient beaucoup plus sur la dimension programmatique, avec une explication des idées en complément. Mais ça, il n'y a pas de sujet, bien sûr que ça viendra, mais c'est ça qui doit compléter. Encore une fois, on est sur une dimension verbale, paraverbale et non verbal. Alors Thierry Guerrier et ensuite Jérôme Dubus, s'il vous plaît, ne chevauchez pas parce que c'est assez insupportable pour les auditeurs. On pense d'abord aux auditeurs. Avec attention, hein. Mais ce sera à vous dans un instant. Thierry Guerrier. Puisqu'il nous dit, Jérôme, qu'il soutient Rachida Dati, peut-être qu'il sera d'accord avec ce que je vais dire. Quel est le sujet? Quel est l'enjeu? Après 25 ans de pouvoir à Paris, la ville est sale, la ville est oppressante et la ville est surendettée, avec des catastrophes sur un certain nombre de domaines, par exemple la drogue, on y reviendra. Eh bien, qu'est-ce qu'a fait Rachida Dati? Vous essayez de prendre du recul par rapport à une technique, une méthode, alors qu'elle va à l'essentiel, c'est quoi? Je montre la réalité de ce que vivent les Parisiens, beaucoup de Parisiens, la plupart des Parisiens sur ces aspects, la saleté, l'oppression et la question de l'argent. Et attendez, laissez-moi finir si vous voulez bien sur ce point. Et donc cette capacité à aller dans les endroits qui fâchent, les endroits qui... Par exemple, un quartier qui était un quartier emblématique de la stratégie de Madame Hidalgo et de Emmanuel Grégoire, qui est le quartier de Rosa Parks dans le 19e. J'habite tout près dans le 18e, pas le plus beau a priori, hein, le quartier très populaire de Max Dormois. Qui est connu comme étant le lieu de la mafia afghane à Paris. Hein, c'est une réalité qui a été documentée par le Parisien, par exemple le journal Le Parisien aujourd'hui en France régulièrement. Eh bien Rachida Dati y va, elle y va pas à 6h du matin avec 3 militants autour du Parti Socialiste qui se cachent dans un coin. Non, elle y va pour montrer à Rosa Parks notamment la drogue, la violence, la détestation des gens. Donc la stratégie pour le moment, c'est montrer la réalité de ce que vivent les Parisiens. La réalité, on apportera les solutions après, c'est ça que vous nous dites. Ah ben, elle les apporte, elle fait des propositions en même temps qui sont décriées immédiatement. Mais elle propose pas 6 salles de shoot supplémentaires. Reconnaissez que c'est pas parce qu'elle va faire une vidéo que le problème va se résoudre tout seul. Hein. Je veux dire, pas le sujet. Elle fait des propositions concrètes. Vous voulez un exemple concret? Oui. Rachida Dati est donc la leader de l'opposition au Conseil de Paris. Ça fait 1 an, plus d'1 an qu'avec Nelly Garnier, elles ont demandé une enquête sur les méthodes du périscolaire. Vous savez, il y a eu 15 enfants qui ont été récemment, dont les parents ont porté plainte, qui ont été violés, un garçon de 4 ans qui a été violé. Ça fait plus d'1 an que l'opposition municipale, avec Rachida Dati, proposait des choses et notamment demandait cette enquête. Refus de Mme Hidalgo et d'Emmanuel Grégoire et toute l'équipe qui dirige, dont Yann Brossa qui dirige la ville de Paris. Donc voilà un sujet concret sur lequel elle aurait dû obtenir un résultat positif. Rien, zéro. Donc du concret, il y en aura. Vous voulez que je vous donne un dernier exemple? Vous me
parler des réseaux sociaux. Vous savez ce qu'a fait ce matin son adversaire, Emmanuel Grégoire, ou depuis quelques heures, alors qu'il est candidat. Il veut parler sur tout parce que il a du mal à se positionner sur son bilan, le bilan étant catastrophique. Ce matin, Emmanuel Grégoire, donc candidat socialiste à Paris... on rappelle que c'est l'ex numéro 2 d'Anne Hidalgo. Exactement. Tweet à propos de Brigitte Bardot, un premier tweet où il dit « Elle aura indéniablement marqué, parfois pour son époque, Brigitte Bardot, pour le meilleur, souvent pour le pire. » Puis comme il se rend compte que c'est une catastrophe ce tweet, vous savez ce qu'il fait? Non seulement il tweet de façon odieuse parce qu'elle vient de mourir, il a le droit d'avoir une opinion, mais il l'insulte presque, cette star, et puis il retire le tweet, Emmanuel Grégoire, il n'a même pas le courage de l'assumer pour ensuite modifier le tweet de façon un petit peu plus positive et consensuelle. Non mais très bien, mais bon, c'est pas, on en parlait tout à l'heure. Non mais excusez-moi, vous parlez des réseaux sociaux. Non mais bien sûr. Non mais Jérôme, vous parlez des réseaux sociaux, vous me demandez... Mais Rachida Dati aussi, elle a dû changer son tweet sur Brigitte Bardot hier, vous n'êtes pas au courant, mais elle a dû le changer aussi. On va pas s'intéresser à ça. Non mais moi je parle des réseaux sociaux. Sur la stratégie de com, justement. D'avoir une ville moins endettée, d'avoir une ville qui soit plus sécurisée, voilà les enjeux. On s'en fout des tweets que font chacun, enfin franchement... J'ai été interrogé sur la question des tweets et des réseaux sociaux. Je donne cet exemple. On va à l'essentiel, Jérôme Dubé, justement. Est-ce que c'est la bonne Rachida Dati a dû aussi modifier son tweet. Bon, attendez, on avance un petit peu dans ce débat. J'ai commencé par la réalité de la saleté et de la l'oppression. D'accord, Jérôme. C'est que j'ai connu 2001 avec la division, alors je vais faire ancien combattant, mais tant pis. J'ai connu Tibéri, Seguin avec la division, où Delanoë n'aurait jamais dû passer s'il n'y avait pas eu de division. J'ai connu le massacre de Panafieux par les barons de l'UMP parisien en 2008. Delanoë était réélu. J'ai connu Kosciuszko, Morizet. Bon, ça fera. Divisé avec je suis désolé, vous avez vraiment pas de chance, mais il faut vraiment que je vous coupe. Il est 10h59. Publicité, le journal dans un instant. On se retrouve dans un instant avec Jérôme et nos débatteurs. À tout de suite. Demandez à Sud Radio. Les grands débats de Sud Radio. 10h-13h. Jacques Cardoz. On revient à ce débat qui décidément est assez violent quand même. ça fait réagir, c'est bien. Magali Vicente, Quentin Gérard, Thierry Guerrier et Jérôme Dubus sont autour de la table. On parle de la stratégie de com de Rachida Dati. Pourquoi ? Parce qu'elle est partie seule, avant tout le monde, et qu'elle fait le buzz. Je donnais les chiffres tout à l'heure, mais je crois qu'on est à un peu plus de 11 millions de vues. 11 millions de vues, c'est-à-dire que, en fait, elle attendrait la première invitation de, je sais pas moi, d'une radio ou d'une télévision. Elle ferait quelques cents. Elle est venue sur Sud Radio et elle vient. Non, mais très bien. Mais, je veux dire, là, on est à 11 millions de vues. Et puis, ça va monter. C'est-à-dire que les vidéos qu'on a vues, les gens vont continuer de les voir lorsqu'ils vont s'intéresser à la campagne électorale, lorsqu'on s'approchera du mois de mars. Il y a un certain nombre de gens qui ne les ont pas vues, ces vidéos, et qui vont découvrir tout ça. Bon. N'ont pas vu, c'est assez impressionnant le nombre de partages qu'il y a vu, le nombre de vues. Là, je viens de voir qu'il vient de sortir une autre vidéo Quentin Gérard, journaliste au JDD. Avec une infirmière. Elle fait secteur par secteur. Pour le coup, pour rebondir sur ce que disait Thierry Guerrier avant, c'est vrai qu'il y a une communication politique qui est affirmée, qui est réelle, mais il y a aussi, en lumière des sujets, des quotidiens et des personnalités qui est très intéressante. Et pourquoi Rachida Dati est aussi beaucoup attaquée ? Parce que c'est la seule qui est capable de faire ça, c'est la seule qui est très identifiée. Qui dit la réalité de ce que vivent les gens, qui est aussi très identifiée. Aujourd'hui, Pierre-Yves Bournazel fait la même chose. Emmanuel Grégoire fait la même chose. On les connaît moins. Et déjà, il y a quand même la notoriété. Tout le monde s'en fiche. Et puis, ils n'ont pas la capacité de faire ça. Ils n'ont pas la capacité, ils ne sont pas identifiés, ils n'ont pas la stature et la carrure de Rachida Dati pour faire ça. D'après vous, comment elle est arrivée cette stratégie de com ? Ils se sont réunis, ils se sont dit c'est une volonté de sa part de Rachida Dati. Je pense qu'il y a un petit peu de tout. Je pense on le disait avant. On sait qu'autour d'elle, il y a un certain nombre de gens qui ont travaillé à la télévision. Je ne vais pas remettre une tête dans la machine, mais ça, c'est vrai que Donald Trump l'a fait au début, et maintenant beaucoup le font, utilisent cette stratégie. Et je pense que Rachida Dati aussi a un caractère pour faire ça, et ça marche très bien. Elle est identifiée, elle paraît proche des gens et comprend le quotidien des gens. Et
force est de constater que ça marche très bien. Et si les autres candidats font la même chose, ça ne marchera pas de la même façon. Alors Jérôme Dubu, on vous a coupé la parole juste avant la publicité. Je sais que vous avez très envie qu'on parle de cette droite qui se déchire. On en parlera. C'est un sujet. Je dis pas le contraire, mais non, mais c'est le sujet essentiel parce que je vous pose une question. Le sujet essentiel, c'est ce que vivent les Français et les Parisiens. Je vous pose une question. Est-ce que ça lui a fait gagner 1 point dans les sondages, cette stratégie? D'abord, ça lui en a pas fait perdre. Donc on peut dire que c'est plutôt positif, puisqu'elle est à un haut niveau par rapport à 2020, où elle était à 23,5%, là elle est à 27%. Donc elle a gagné des points, elle ne les a pas perdus. Donc elle a solidifié son bloc qui lui est acquis, alors que chez les autres, c'est pas tout à fait le cas. On voit bien que c'est très flottant. La gauche unie maintenant, hors LFI, est à 30-32, alors qu'il faisait 38 en 2020, donc ils ont perdu des voix au bénéfice de LFI. Mais toutes les conditions sont réunies pour toutes les conditions politiques sont réunies pour la victoire de Rachida Dati à Paris, sauf une qui est l'union. Donc moi j'appelle Dati et Bournazel à se voir, à se comprendre, à s'écouter et à faire une liste unique, parce que là, s'il y a une liste unique de la droite et du centre à Paris, c'est gagné, c'est sûr et certain. On est d'accord avec Jérôme Dubus. Au-delà de ce calcul. Vous aurez beau avoir toutes les vidéos, toutes les millions de vues sur les réseaux sociaux, la réalité politique est là, et la réalité politique de la division à Paris est mortelle. Voilà. Oui, mais peut-être qu'une des bonnes façons de convaincre ceux qui pourraient la rallier, c'est aussi d'exister sur les réseaux, d'être très présente, d'animer la campagne. Vous savez, je me souviens d'une phrase de Nicolas Sarkozy qui disait « L'important, c'est pas d'être en tête dans les sondages, l'important, c'est la dynamique ». Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie toujours. Je veux dire, moi, encore une fois, je me réfère à ce que j'ai connu. L'élection de Donald Trump en 2016, c'est lui qui fait la dynamique. Je veux dire, on peut parler de tout ce qu'on veut, tout le monde est étonné et tout le monde. Donc vous dites ce matin, Jacques Cardos, que la dynamique est plutôt pour Rachida Dati. Vous pensez qu'elle va gagner alors? Je ne sais pas si elle va gagner parce que non, mais je sais pas si elle va gagner parce que comme on le dit à l'instant, tout dépend des stratégies, des alliances, et on sait très bien que s'il devait y avoir une alliance très large à gauche, Paris est plutôt à gauche, je pense. On verra. Mais on verra. Vous avez raison, c'est très difficile, ça va être très dur. On verra, c'est complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'animer, le fait d'exister, fait qu'aujourd'hui, vous avez, et d'ailleurs on en parle ce matin, mais il y a eu un grand papier dans Le Monde vendredi dernier, qui raconte tout ça, et qui raconte que, en fait, les autres sont à la traîne. Les autres sont en train de la regarder. Et donc rien que le fait parce qu'ils ont un bilan, ils ont un très mauvais bilan. Ah mais au-delà du bilan, le fait qu'ils soient en train de pas le défendre. Mais le fait qu'ils soient en train de critiquer, ça montre déjà qu'en fait ils sont en train de suivre, ils sont à la queue leu derrière en fait en réalité. Magali Vicente. Moi je suis désolée, je vais revenir sur un mot que je cite tout le temps, qui est malheureusement beaucoup utilisé mais dont personne ne conçoit et ne voit la totalité du sens. C'est la dimension d'incarnation. Maintenant c'est devenu à tout bout de champ, on a des politiques qui vont parler d'incarnation mais en fait ils se rendent absolument pas compte de ce que ça veut dire réellement dans la définition, et moi je suis très attachée au sens des mots. Qu'est-ce qui fait que les autres courent derrière et qu'est-ce qui fait qu'ils n'y arrivent pas? C'est parce qu'en fait ils sont pas en capacité d'incarner, ils n'ont pas trouvé la façon dont ils allaient incarner qui ils étaient à la fois dans leur communication écrite mais aussi sur les réseaux sociaux. C'est ça qui fait la différence. Et l'incarnation, c'est quoi? Dans le mot incarnation, vous avez carné, c'est la chair. La chair, c'est quoi? C'est le corps, donc ça veut dire la posture, c'est-à-dire là où vous êtes, comment vous vous comportez dans là où vous êtes, et c'est le reliement au cœur, ce que vous dégagez dans votre énergie, le discours vrai, le parler vrai, c'est ça qui ressort. Au moment du vote, ça peut avoir un impact. Mais les gens sont impactés par ce qu'ils ressentent, pas par ce qu'ils entendent. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut aller travailler sur cette dimension non verbale et paraverbale. Alors justement, on va écouter un petit passage de ces fameuses vidéos. On a choisi Rachida Dati avec les éboueurs. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Moi, je serai la mère des résultats. 650 poubelles en 4 heures, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faudrait là sur les agents de la propreté? Allez, c'est parti.
Ah, c'est très très efficace. C'est vraiment très efficace. Regardez ces vidéos. Il y a la musique, c'est elle qui a le lead. Elle pose les questions. Il y a personne pour lui dire mais vous êtes sûr, machin. Il y a pas de questions dérangeantes. Bon, mais ça marche. C'est la com politique d'aujourd'hui, Magali. Et si vous entendez Rachida dire avec moi vous aurez des résultats sur un plateau télé, sur un journal, bah oui. Vous n'allez pas être impacté de la même façon. Bah surtout vous lui dites ah bon comment. Voilà, donc il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Non, il faut bien comprendre ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne, c'est avec moi il y aura des résultats. Mais par contre là où je suis, bah vous avez compris que oui, forcément, il y aura des résultats. La musique, la dynamique, tout ça, ça participe. Ça veut dire qu'il y a un côté punchy, ça veut dire qu'il y a un côté on avance. C'est le ressenti, et ça, c'est vraiment l'impact du non-verbal et du paraverbal. C'est plus de 80% de la communication. Non, Thierry Garrier. Moi, j'adhère totalement à la fois à la problématique de la division posée par Jérôme Dubus. Il a raison, ça a été mortel pour l'opposition ou pour la droite, selon les époques. Et avec ce que dit Magali sur la notion d'incarner. Mais il y a un lien tout de même, c'est que l'incarnation ne fonctionne pas si vous n'êtes pas relié à la réalité de ce que vivent les gens. Et j'y tiens énormément. Ah oui. Ce que Rachida Dati a réussi à faire, c'est d'être tout de suite sur le terrain auprès des problématiques de saleté, de drogue, alors par exemple. Moi j'ai une question à vous poser sur la saleté, d'agressivité, d'absence de sécurité. J'ai vu que vous réagissiez pas mal et que vous êtes très présent sur les réseaux, vous aussi, vous avez raison, très bien. C'est quoi la solution sur la saleté de Rachida Dati? Par exemple, c'est de mieux gérer c'est-à-dire le système. Par exemple, il y a des tas de dimensions dans la gestion même des contrats entre les parties qui sont propreté de Paris, employés de la ville, et puis des parties qui sont gérées par des sociétés privées. Donc c'est revoir les contrats déjà. Mais par exemple, il faut revoir ça. Jérôme connaît mieux le sujet, il a été conseiller de Paris. Moi, je suis pas technicien mais si vous voulez que je revienne avec le dossier et les réponses, je vous les donnerai. Mais en l'occurrence, allez-y Jérôme, vous êtes meilleur que moi. Avec plaisir. Sur la propreté, c'est un vieux débat. Sous Chirac et Tibéri, la ville était propre. Personne ne se plaignait de la propreté à Paris. Exactement. C'était assez simple. Le service de la propreté, il y a à peu près 4000 personnes, il y a 4000 employés. Ils font à la fois, on va rentrer un peu dans le détail, mais rapidement, ils font à la fois la collecte des ordures et les nettoyages des rues. Bon. Dans la moitié des arrondissements, vous avez une délégation au service privé. Et dans l'autre moitié, pour la collecte, c'est le ramassage par les employés de la ville. Et tout le nettoyage des rues, des caniveaux, etc., le balayage, est fait par les agents de la ville. Et depuis 2001, les agents de la ville ne sont plus encadrés. Les transacteurs sont passés par là, ça c'est une décision nationale de Jospin, ça a complètement déstabilisé. Il y a eu des adjoints catastrophiques comme M. Contasso à la propreté qui a fait un mal terrible. Bref, la propreté à Paris et la saleté sont partout. Donc les solutions, elles sont connues, c'est 1, la privatisation générale de la collecte et du nettoyage. Ça veut dire qu'il faut reclasser en parallèle les 4000 agents. Ça ne va pas être simple. Ça ne va pas être simple du tout. On évitera les grèves et ça sera mieux tenu et en plus ça coûte moins cher. Donc ça c'est un des points. Et deuxième point, il va falloir réorganiser ce qui resterait du service de la propreté pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. Donc il faut une direction, il faut un adjoint qui soit quasiment avec des méthodes extrêmement hiérarchisées parce qu'il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Bon, on verra. Le service où il y a le plus d'absentéisme dans les services municipaux. Il y a presque 30% d'absentéisme dans le service de la propreté de la ville. C'est hallucinant. Bon, on verra. En tous les cas, on aura l'occasion d'en reparler, évidemment, de ces... Pardon, vous dites on verra. Vous posez une question sur du concret, on vous donne la réponse et vous dites on verra comme si, c'était... Non, mais on verra, parce qu'on verra si elle tient promesse et si... Il faudrait qu'elle soit élue pour ça. Il faudra aller voter pour elle et s'inscrire. J'allais vous lancer, Thierry, sur la question des sujets. Quels sont les sujets aujourd'hui, les 3 sujets qui sont majeurs pour Paris et qui ont été identifiés comme tels pour la com de Rachida Dati? C'est pas que la com de Rachida Dati, je vous répète, c'est ce que vivent les Parisiens. La saleté, la question de l'oppression, de la sécurité, la drogue notamment. Pardonnez-moi, mais chez moi, au bout de Max Dormois, La Chapelle, vous avez des milliers. La circulation aussi, quand même. Oui, bien sûr, mais des milliers. Ça, c'est un autre sujet, parce que une des seules réussites que je concède à Delanoë et aux équipes qui ont suivi, c'est l'idée de rétablir la présence du vélo dans la ville, lui permettre d'avoir de l'oxygène. Et maintenant, le problème, c'est que les mobilités se sont affrontées et donc les vélos, c'est uniquement le vélo. Elle ne reviendra pas sur la question. Il n'en est pas question. Au contraire, des aménagements. Elle pourra même développer encore le vélo, mais de façon pacifique avec les autres mobilités. Elle veut redonner un peu plus de place aussi aux piétons. Au bus d'abord et aux bus, parce que les piétons sont respectés et que les dames sont en danger. Vous savez que sur les bus, on est passé d'à peu près une périodicité de l'ordre de 7 minutes à une période de 15 minutes avec des retards
retard considérable, voire des lignes complètement bloquées d'un jour sur l'autre, parce que les travaux ont tout bloqué, etc. Ce qui est fondamental, la capacité à se déplacer en surface, c'est une forme de liberté. Et les bus nous la donnent notamment. Les bus à Paris, c'est des destroy incroyables. Bon, il faut rétablir le bus, il faut permettre de pacifier la relation entre les mobilités. Il y a une question qui est très importante, dont on ne parle pas encore. Et le vélo, c'est très important. Oui, je note quand même qu'elle ne reviendra pas en arrière. Mais il n'est pas question de ça. Ouais. Pas question de ça, on va même développer le vélo. On oppose souvent le vélo avec la voiture, la présence de la voiture. Anne Hidalgo n'a pas cessé de dire durant ses 2 mandats qu'elle voulait faire reculer la place de la voiture à Paris. Finalement, Rachida Dati ne reviendra pas tellement là-dessus, si elle était élue. On va essayer de combiner plus qu'autre chose d'ailleurs. Mais il y a aussi le logement qu'on n'a pas évoqué, qui est un enjeu partout en France. Logement. Avec une des priorités essentielles des Parisiens. Oui, avec la bêtise absolue des coquins Gérard et juste après Jérôme Dubu. Avec la bêtise absolue qui est à Paris, une proposition de loi qui va être votée là-dessus, qui est le blocage des loyers, qui ne crée que de la pénurie partout en France et à Paris d'ailleurs. Je crois que Emmanuel Macron veut lui mettre 40% de logements sociaux. C'est complètement aberrant. C'est le communiste stalinien Yann Brossa avec des normes en plus, avec la Loisanne, avec les DPE. Il y a énormément de contraintes. Il faut libérer le logement pour que les gens puissent acheter, pour que les gens puissent louer à des prix accessibles, à des prix qui sont les prix du marché finalement. Mais il y a la problématique des logements vides aussi. Il va falloir que Rachida Dati s'intéresse aussi à cette question-là. Parce que la problématique des logements vides, on en a parlé à chaque élection et après on s'appelle que c'est une misère en réalité pour les récupérer. Et ça coûte cher. C'est un argument électoral. La politique du logement, elle a été basée par Delanoë et Hidalgo uniquement, et Grégoire, uniquement sur le logement social. On est maintenant au-delà des 25%, puisqu'on tend vers les 30% de logements sociaux à Paris. Il faut arrêter. Il faut faire du logement pour les classes moyennes. Ça veut dire qu'il faut faire du logement intermédiaire avec des loyers qui soient acceptables pour des couples qui gagnent entre 4 000 et 5 000 euros les deux par mois, brut évidemment. C'est cette classe-là qui part et qui quitte Paris parce qu'il y a 10 000 personnes qui quittent Paris par an, c'est énorme. 100 000 personnes. 137 000 en 11 ans. 137 000 en 11 ans. 100 000 personnes depuis 6 ans, depuis que Mme Hidalgo et là, il a fait son 2e mandat. Et donc, il faut changer complètement la politique du logement. Mais ça ne suffira pas, si vous voulez. Moi, je crois qu'aussi, c'est ce que disait Magali au début, il faut incarner. Oui. Et incarner, c'est se réunir, c'est être unis. Voilà, ça fait partie aussi de l'incarnation. Ce sera le mot de la fin. Sur ce sujet-là, vous restez évidemment avec nous. On aborde 2 autres sujets juste après la publicité. On revient notamment sur l'affaire de l'agresseur présumé des 3 femmes vendredi soir à Paris. Ça rejoint aussi un petit peu quand même le sujet dont on parlait à l'instant. On parlera également des inondations dans le sud avec une question un peu piquante. Est-ce qu'il faut détruire pour éviter les prochaines inondations ou en tous les cas les dégâts liés aux prochaines inondations? On en parle juste après ça. Sud Radio. Parlons Radio. 10h-13h. Jacques Cardoz. Un chiffre suffit à s'interroger. Les 5 catastrophes naturelles de 2025 dans le monde ont coûté plus de 100 milliards d'euros. Ça n'est évidemment supportable pour aucune démocratie. Le risque va augmenter et donc les montants des réparations aussi. Et qui paiera d'une façon ou d'une autre, ce sera le citoyen quoi qu'il arrive. Alors dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, il est tombé des quantités d'eau impressionnantes selon les relevés du réseau Antilope de Météo France. Les cumuls de pluie tombés la semaine dernière sont à peu près équivalents à ceux qui tombent en une année. On prend l'exemple de Montpellier, par exemple, près du CHU. Il est tombé 421 mm de pluie, sachant que normalement, à Montpellier, il tombe en moyenne 600 mm en un an. Voilà, donc ça, c'est l'avenir. Il faut s'y préparer. Alors, fort heureusement, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts très très violents, mais fort heureusement, pas de blessés, pas de dégâts physiques. Voilà, mais face à ça, il va falloir évidemment s'organiser. Alors la question que je pose, c'est faut-il démolir face au risque de nouvelles inondations? Faut-il construire différemment? Quelles sont les solutions? Vous qui subissez ces inondations à répétition, vous nous appelez au 0826 300 300. Mais autour de la table, on a la chance d'avoir un spécialiste de l'immobilier, Jérôme Dubu. Parmi vos nombreuses étiquettes, vous êtes spécialiste de l'immobilier. Vous l'avez été au
Conseil de Paris. Mais si vous deviez conseiller un de ces maires ou les départements ou bien les régions dans le sud de la France, est-ce que vous iriez jusqu'à dire il faut repenser l'aménagement du territoire finalement ? Ça c'est clair, on le dit, moi je ne suis pas le seul à le dire depuis des années. Je ne connais pas très bien la situation de l'Hérault, mais j'ai en mémoire ce qui s'était passé sur la côte atlantique. Vous vous souvenez, d'ailleurs c'était à cette époque-là, avec cette terrible tempête, qui avait tué d'ailleurs, puisqu'il y avait eu des morts. On n'était pas préparé à l'époque, vraiment pas du tout à ces événements-là. Mais enfin, c'était quand même très significatif, et on a été obligé de détruire tout un tas de maisons qui étaient construites avec des risques effectivement d'inondation et de destruction. Donc, depuis cette affaire de tempête sur l'Atlantique et en Charente, si mes souvenirs sont bons, l'affaire en Charente-Maritime, pardon, l'affaire est devenue extrêmement prégnante. Et on a la même problématique, effectivement, dans l'Hérault avec ces inondations. Alors, c'est pas la mer qui détruit, ce sont des inondations, mais il y a tout un tas de zones où on ne pourra plus construire. D'ailleurs, tous les PLU, les plans locaux d'urbanisme en ce moment, quand vous les regardez en détail, vous voyez bien qu'on évite de construire dans des zones maintenant inondables. Tant mieux. Oui, mais ça, c'est sur ce qu'on fait maintenant, sur ce qu'on construit, sur la capacité qu'on a à construire et les choix. Finalement, on n'a pas tellement de problèmes sur les PLU aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on doit détruire Ouais. Enfin, les choses que je veux dire, c'est qu'il y a encore des PLU où malheureusement on a des constructions possibles dans des zones inondables. Donc il faut quand même faire très attention. Et les maires héritent, effectivement, vous avez parfaitement raison, de situations dont ils n'ont pas toujours été les auteurs, ça c'est clair. Donc vis-à-vis de la population, à 3 mois des municipales, le choix est terrible. Le choix est terrible. Thierry Garrier. Moi, je ne suis pas compétent en matière de construction, par exemple. J'ai pas la compétence de Jérôme, mais en l'occurrence, je pense aux paysans, à ceux qui nous nourrissent. Et j'écoutais il y a quelques jours sur Sud Radio un paysan, il y a 48 heures, un paysan de l'Aude ou des Pyrénées-Orientales qui disait... moi je suis heureux parce que l'eau qu'on appelait de nos voeux depuis on en a, ça remplit nos nappes phréatiques, on va pouvoir, c'est un maraîcher, on va pouvoir continuer à produire dans les... Ok. C'est dans l'Aude où les nappes ont été reconstituées ou quasiment. Absolument. Mais, donc formidable, et lui-même était très positif tout en disant mais attention, mais c'est deux sujets différents si vous me permettez. Non, parce que avoir les pieds dans l'eau comme il l'a en ce moment, alors que ses salades étaient en train de pourrir, il aurait pu en pleurer et il disait mais ça va être formidable. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en pensant aux paysans, je vois bien à quel sujet eux sont confrontés. Et beaucoup de filières agricoles françaises, qui sont parmi nos meilleures au monde, essayent doivent se repenser aujourd'hui. Par exemple, les producteurs de poires, qui sont dans le sud, plutôt dans la vallée du Rhône, réfléchissent carrément à arracher, mais à replanter des poiriers beaucoup plus haut, parce que les conditions climatiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la clé, tous ceux qui les aident, les chambres d'agriculture, les collectivités locales et eux-mêmes, les filières, les professionnels, les agronomes, doivent essayer de trouver les bonnes solutions, et c'est très compliqué, et c'est tout le pays qui doit les soutenir, et c'est vraiment un sujet, ça répond à votre question sur l'aménagement du territoire, en matière de production agricole en tout cas. Et il ne faut pas oublier que les paysans sont d'abord des ouvriers de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que ce sont des éleveurs, ce sont des maraîchers, mais c'est eux sur qui repose, et c'est l'histoire de la France. Mais bien sûr. La façon dont on a de façonner notre paysage, de préserver nos sols, de préserver les irrigations. C'est leur obsession, il ne faut pas croire qu'ils n'ont pas que la question de la rentabilité de la production. Je le dis parce que si vous voulez, l'agriculture, on en sait quelque chose sur Sud Radio, on est toujours à essayer de mieux comprendre, je pense, sur cette antenne qu'ailleurs la problématique paysanne. Mais il faut jamais oublier ça. Quand on parle d'inondation, on pense jamais aux paysans. Mais c'est d'abord eux qui façonnent le pays. C'est pour ça que je voulais les citer là, parce que c'est fondamental. Je pense, pour revenir sur le sujet, je pense que c'est un vrai sujet qui est sérieux, compliqué. À l'approche des élections municipales, je pense qu'on va en parler de plus en plus. C'est une compétence avant tout locale. Et d'ailleurs, il faut faire confiance aux maires pour faire ça, qui puissent élargir les bassins de rétention. Beaucoup de paysans sont maires de leur commune, d'ailleurs. En plus, dans les communes rurales, dans les communes
communes, il y en a beaucoup qui puissent investir, créer des postes de commandement, mais leur donner des moyens surtout. Je crois que j'écoutais l'AMF, David Isnard, qui en parlait il n'y a pas longtemps. Ils n'ont pas de moyens pour faire ça. Ils se retrouvent en difficulté avec des villes sous les inondations. Donner les clés de l'aménagement du territoire aux paysans et aux agriculteurs, ce serait un bon projet. Il y a quand même, j'ai mis un bémol par rapport à ce que disait Thierry, parce que en réalité, on a quand même une pression sur le logement qui est énorme. On a 2,5 millions de gens qui ne sont pas logés ou mal logés. C'est énorme, on n'en a jamais eu autant inscrits au logement social. Donc, on a cette pression aussi. On a une augmentation démographique, même si on espérait qu'elle soit plus importante, notamment sur le solde naturel. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, on a dans l'avenir des besoins en logement qui vont augmenter. Oui, mais ça n'est pas contradictoire. Comment on va concilier la protection des terres agricoles et l'augmentation pour faire face à ces demandes nouvelles. Mais si vous me permettez, ça n'est pas contradictoire. C'est-à-dire qu'on peut on peut imaginer mieux construire. Je voyais par exemple un certain nombre d'exemples. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de ces anciennes zones commerciales avec des centres commerciaux qui sont totalement désertés et un certain nombre de communes. Je crois qu'il y a 1 ou 2 exemples en France de communes qui ont réutilisé ces espaces qui sont totalement artificialisés et pour construire à cet endroit-là. Ça me semble être une bien meilleure idée que de continuer à se répandre, ce qui était d'ailleurs le sens de la loi sur la non-artificialisation des sols. Oui, mais ça ne suffira pas. La reconquête des centres commerciaux, ça ne suffira pas. On en est très loin. Donc, de toute manière, il va falloir construire. Alors, et donc, il va falloir ménager à la fois la protection des terres agricoles, ne plus construire dans des zones dites inondables ou en danger pour les habitants, et néanmoins satisfaire les besoins en logement des futurs habitants. Donc, c'est une opération extrêmement complexe. Très bien, écoutez, effectivement c'est très complexe et on se met à la place de tous les décideurs locaux parce que c'est une problématique. Ce sera un sujet des élections municipales. Ce sera un sujet des élections, mais j'ai envie de dire que c'est le sujet du siècle presque. Je veux dire, c'est comment on aménage le territoire, comment on préserve nos paysages, comment on fait en sorte que l'agriculture puisse exister et en même temps, effectivement, il faut répondre à ce besoin en logement. Magali. Oui, comme vous le disiez, la terre c'est la vie et il faut voir en fait dans les inondations un sérieux message sur l'avenir et notamment dans pas que la dimension de réadaptation de la façon dont on construit. Pour moi, c'est beaucoup plus largement, vous le disiez tout à l'heure Thierry, c'est repenser pour durer. Et ça concerne pas que la construction, ça concerne pas que l'habitat. On voit bien que ça vient chercher les politiques sur l'ensemble de toutes les politiques. C'est-à-dire que là, il y a vraiment plusieurs messages qui sont convergents et qui disent attention, en fait, on n'a pas arrêté de gouverner en mettant des pansements, en étant en réaction. Aujourd'hui, il faut qu'on ait autre chose à la tête de l'État pour nous permettre d'avoir une vraie vision d'aménagement, de vie sur ce territoire, mais sur toutes les politiques publiques. On va lancer la réclame et puis juste après, j'aime bien ce mot, la réclame. Oui, la réclame ça fait très années 60. Ça fait très ancien. Je sais pas, c'est le côté bébé de la journée. Côté Alors on va lancer la réclame dans un instant. Juste après, on se reparle de cette affaire. Voilà, c'est une affaire complexe sur cet OQTF malien, pas malien d'ailleurs, parce qu'on vient d'avoir des informations contradictoires. On vous parle de tout ça. Ça s'est passé dans le métro vendredi soir. 3 femmes agressées par un même homme qui était sous le coup d'une OQTF, donc il aurait dû quitter le territoire, ça ne s'est pas fait, on va revenir dessus et calmement et on va échanger avec nos débatteurs. Tout de suite la publicité, on se retrouve dans une seconde. Toute l'actu, 10h-13h, Jacques Cardoz. À nouveau un homme avec un couteau vendredi soir qui s'en prend à des femmes au hasard. Alors je précise tout de suite, pas de revendication politique, pas de revendication religieuse, donc c'est pas la peine d'aller chercher de ce côté-là, non. Ce qui m'intéresse dans cette affaire, la drogue et le sexe. Ce qui m'intéresse en tous les cas dans cette affaire, c'est que effectivement ce jeune homme de 25 ans avait déjà été condamné en janvier 24 pour agression sexuelle et vol aggravé. C'est que la justice est passée. La justice est passée. Il est ensuite incarcéré, mais libéré pour des raisons administratives, parce qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire avec le Mali. Il est originaire du Mali, mais
vous nous apportez une info, Quentin Gérard, ce matin, c'est que la police aurait retrouvé un passeport français à son domicile. Chez lui qui daterait de 2018 et c'est le ministère de l'Intérieur qui confirme l'information. Alors excusez-moi, question simple, comment c'est possible? Comment peut-on avoir... Soit il y a une faille administrative, soit il y a quelque chose qu'on ne saisit pas, parce qu'on ne peut pas à la fois d'un côté être sous OQTF, c'est-à-dire être un étranger avec une assignation à résidence, avec l'obligation de quitter le territoire. Et avec un juge qui statue là-dessus. Oui, pour ça il a été placé en CRA, en centre de rétention administratif. La France n'a pas eu, les autorités françaises n'ont pas eu de laissez-passer consulaire au bout de 90 jours pour le laisser partir. Il a donc été remis en liberté, parce qu'on ne peut pas garder une personne plus de 90 jours, sauf pour terrorisme. Oui, c'est la fameuse loi philippine du printemps dernier qui n'est pas passée. Voilà, très bien. Donc il a été relâché. En juillet dernier, il a commis ce qu'il a commis il y a quelques jours. Et là, on apprend qu'il serait français depuis 2018. Donc c'est assez contradictoire, c'est incompréhensible. Soit il y a eu des failles administratives, c'est sûrement le cas. On va peut-être avoir plus de précisions dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures de la part du ministère de l'Intérieur. C'est vrai que c'est assez troublant quand même, parce qu'on se dit qu'il y a quand même un certain nombre de gens et des gens compétents qui se sont intéressés à son statut, à son sujet, puisqu'il a été condamné. Donc s'il a été condamné, c'est qu'il avait affaire à la justice. Voilà. Et ensuite, il y a eu la question de l'OQTF, qui dépend d'un autre... en ce moment, de ce conseil, il est toujours sous autre compétence. Il est toujours sous OQTF. Donc c'est ça. Bon. Alors la question qu'on pourrait se poser ce matin, enfin moi en tous les cas, en voyant cette information, je me dis... finalement, c'est quoi la solution? Parce que est-ce qu'on accepte l'idée que y ait des OQTF qui soient comme ça, qui puissent se balader dans Paris avec des couteaux et qui puissent semer la terreur? Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a deux façons de voir les choses. Je vous donne la parole dans un instant, Jérôme. Est-ce que on baisse les bras et on dit statistiquement, de toute façon, c'est ce genre de choses qui arrivent et donc il n'y a rien à faire? Ou bien est-ce qu'on essaie de trouver une solution? Je ne parle pas de démagogie, je ne parle pas de solution miracle, parce qu'on sait très bien qu'il n'y en a pas. Mais comment on fait pour gérer ce cas d'école? Parce qu'il me semble que c'est un cas d'école. D'abord, effectivement, il faut dépasser ce cas-là, parce qu'en réalité, ça se passe quasiment maintenant toutes les semaines. Des agressions d'OQTF, alors revendiquées sous une bannière islamiste. J'ai envie de dire peu importe, oui. Hier, peu importe, c'est pas le sujet, enfin c'est quand même un peu le sujet, mais la multiplication est réelle. Premier point. Deuxième point, hier, effectivement, je ne sais pas ce qui s'est passé, on apprend que le type qui est sous OQTF a été naturalisé en 2018 et qu'il a un passeport français. Donc il est d'origine malienne, mais il est français. Bon, bizarre, mais ça pose... quand même le problème de notre politique de naturalisation. Quant aux OQTF, moi j'entends les déclarations de tous les ministres de l'Intérieur, Darmanin, Collomb, etc., depuis des années. Même sous Sarkozy, c'était à peu près la même chose, c'était un taux plus élevé, mais guère mieux. On arrive, bon an, mal an, à 10% d'OQTF appliqués par an, ce qui est ridicule. L'Allemagne aujourd'hui arrive à un taux d'application de ces OQTF de 50%. Pas de 10%, pas de 20%, de 50%. Ça veut dire que la moitié des OQTF allemands sont renvoyés chez eux. Comment font-ils? C'est assez simple. Enfin, c'est simple. En tout cas, ils ont une politique de persuasion vis-à-vis des régimes avec lesquels ils collaborent beaucoup plus importante. Donc d'abord un effort diplomatique plus fort, vous voulez dire? Par exemple, avec la Turquie, ça fonctionne plutôt pas mal. Nous, notre immigration, on sait très bien d'où elle vient, sont les pays maghrébins et les pays subsahariens pour l'essentiel. Avec une relation très compliquée avec l'Algérie. Et non seulement avec l'Algérie, mais avec la Tunisie et avec le Maroc. Parce que aujourd'hui... Oui, non, presque pas. En réalité, il y a eu une amélioration avec le Maroc au moment où on a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Mais depuis, on est retombé à des niveaux d'OQTF avec le Maroc ridicules. On est à moins de 10%, on est à 6-7%. Enfin, c'est pas possible, il faut arrêter ça. Donc, on envoie des ministres, on envoie des affaires étrangères, de l'intérieur, qui négocient, ils reviennent chez nous et ça recommence. Ils nous refusent systématiquement nos visas consulaires. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a un moment, il va faire... Alors, Bruno Retailleau avait essayé, on n'y est pas resté assez longtemps pour que ça porte ses fruits, mais vis-à-vis de ces trois pays principalement, et je mets le Maroc et la Tunisie au même niveau que l'Algérie, même si les relations diplomatiques sont un peu meilleures, on n'y arrive pas.
Donc il y a un moment où il va falloir taper du poing sur la table. Alors il y a cette problématique-là, il y a aussi la problématique des armes blanches. Hein. L'utilisation des armes blanches dans les attaques, elle augmente considérablement. Là-dessus, les chiffres sont incontestables sur les 10 dernières années. Et puis sur ce sujet, je regardais ça pendant très longtemps. On a dit ah non, mais l'utilisation des couteaux, des armes blanches, c'est l'apanage des phénomènes de bande. Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est 22%. Donc, non, 34% des altercations de rue impliquent des couteaux, des armes blanches, selon les dernières études de la police. Donc, je pense qu'il y a un sujet armes blanches également, en soi. Et puis, effectivement, donc au QTF. Et puis, alors, j'ai lu qu'il avait peut-être eu des problèmes psychiatriques. Il y a peut-être aussi un sujet à ce niveau-là, qui est quand même quelque chose dont on parle assez fréquemment dans ces faits divers. C'est la prise en charge des maladies mentales, qui est une vraie problématique aussi dans notre société. Magali. Il y a plusieurs sujets. Moi, je traduis vraiment l'utilisation aujourd'hui de l'arme blanche, du couteau, comme un communiqué corporel. C'est-à-dire que là où effectivement on a traduit systématiquement que le couteau était devenu une arme, mais on ne le considère pas vraiment encore comme une arme, et que les jeunes en fait s'organisent et portent des couteaux. On a quelque part même normalisé qu'ils l'avaient. En vrai, c'est un sujet, c'est-à-dire que c'est un vrai fait de société. Le port d'une arme blanche et l'utilisation d'une arme blanche, c'est je frappe donc je suis. Et donc c'est un vrai communiqué dans le sens où il faut qu'on alerte en fait les politiques sur c'est un sujet de société. Maintenant, comment on le traite, qu'est-ce qu'on en fait? Vous voulez dire qu'il est d'abord, évidemment, ça me paraît évident de dire la chose comme ça, mais c'est intéressant à vous écouter. Voilà, c'est le prolongement de la personne, ce qui veut dire, en plus, là, on a affaire à quelqu'un... L'arme blanche qui traduit l'âme noire, j'ai envie de dire. Voilà. C'est ça. Et là, on est en plus face à quelqu'un qui, selon les autorités, a eu il y a une problématique psychiatrique avec ce jeune homme. Ça, je m'interroge parce que je me dis quand même, il a été condamné pour des faits d'agression sexuelle, et les 3 personnes qui l'a ciblé dans le métro, c'est 3 femmes. Donc c'est quand même très axé femmes. Donc moi, j'ai un petit sujet quand même sur le côté psychiatrie, parce que c'était quand même très ciblé. Voilà. Et ça m'interpelle. Non, mais j'essaye de comprendre ce que dit Magali, que je trouve intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que certains hommes, notamment les jeunes, aujourd'hui, n'existeraient que par le port d'un couteau, qui serait au moins la capacité à montrer que j'existe. C'est ça, parce que je frappe ou parce que je peux frapper. Exactement. C'est un vrai fait de société, socialement parlant, qu'il faut intégrer dans la façon dont, on va revoir notre éducation. Mais c'est pour ça qu'on a 15 ans de retard sur la façon dont on est gouverné, en fait, et sur les politiques publiques qui sont appliquées. Parce que ce que traduit là, la société, ce qui est en train de se passer, c'est ça. Et on va continuer combien d'années à dire que de 22%, on va passer à 30 et puis à 35. On voit bien que ça ne fait qu'augmenter. Donc oui, ce sont des alertes, des alertes qui doivent être prises en considération. Et sur la partie OQTF, il n'a d'obligation. L'OQTF n'a d'obligation que le mot, finalement, parce que concrètement on voit bien qu'il n'y a pas d'obligation. Donc là aussi, moi j'interpelle en fait les politiques, parce que les Français, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin d'un discours vrai, ils ont besoin d'une réalité. Donc est-ce qu'on peut continuer à appeler ça OQTF dans la mesure où en fait ce n'est pas une obligation? Et dans ce qu'avait fait déjà une fois Gérald Darmanin vous savez, il avait fait une cartographie hyper précise sur les problématiques dans les prisons pour les identifications. Pourquoi ils se mettent pas en fait avec le ministre de l'Intérieur et ils font pas une cartographie très précise de tous les verrous aujourd'hui qui empêchent d'avancer sur cette OQTF, mais vraiment pour dire la vérité aux Français et dire voilà, on a fait une enquête, sincèrement, objectivement parlant, les verrous sont là. Je pense que les Français se posent d'abord la question de savoir pourquoi il n'y a pas un meilleur suivi des OQTF. Mais ça fait partie des verrous. Quand on dit les OQTF, on peut pas les expulser parce que il y a des problématiques de laissez-passer consulaire. On peut pas l'entendre. Je pense que on peut pas l'entendre, et en même temps les gens c'est la loi, la loi. Donc là, les verrous, il faut trouver une autre solution. Il faut donner la visibilité, la réalité. Je pense que ce qui me paraîtrait assez pertinent, c'est de se poser la question de savoir comment peut-on avoir un meilleur suivi de personnes dont on sait qu'elles présentent un danger pour la société. Je lis là, par exemple, qu'il a été interpellé puis conduit à l'infirmerie psychiatrique, sa garde à vue ayant été jugée incompatible avec son état de santé, c'est ce que nous dit le ministère de l'Intérieur. Donc je veux dire, pourquoi, encore une fois, si vous voulez, il y a le côté
on s'en aperçoit après. Oui. Et à vous écouter, il y a d'abord quelque chose qui, à mon avis, je pense que les psys qui ont eu analysé ce jeune homme ont peut-être déjà traduit le fait que s'il avait eu une agression sexuelle, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Donc voilà, ça fait quand même plusieurs alertes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je trouve que la France a besoin d'un meilleur suivi de ces personnes qui sont sous OQTF mais qu'on ne peut pas expulser, qui présentent des dangers pour eux, pour la société, et qui, en plus de surcroît, ont peut-être une problématique psychiatrique. Thierry Garrier. Non, moi je ne suis pas un expert de ces questions de sécurité. Comme ça, mais comme citoyen, je réagis. Et vous allez me dire que je suis obsédé. Mais dans le débat des municipales qui vient dans les villes en général, il y a toute la question de la formation, de la quantité, de la qualité des prérogatives ou non des polices municipales. Et je pense que, je reviens à Paris, mais quand Rachida Dati propose, c'est à juste titre à mes yeux, une police municipale mieux formée, mieux encadrée, et qui a des missions de véritable police et pas juste de police administrative, contrôle dans les moyens de transport notamment, de votre identité, mais aussi de votre capacité à porter ou non une arme, et notamment une arme blanche, eh bien on protège de cette façon les plus fragiles, et notamment les femmes. On poursuit sur cette question, c'est passionnant, et d'ailleurs, il faut, au-delà de Paris, c'est le sujet numéro 1 pour les Français. Pour les prochaines municipales, la sécurité, c'est le sujet numéro 1. On en parle juste après la réclame. Sud Radio. Parlons vrai. 10h-13h, Jacques Cardoz. Au-delà des chiffres, au-delà des polémiques, 11h45, on est avec nos débatteurs sur Sud Radio et on évoque le cas de ce jeune franco-malien. Je préfère être très prudent parce que à l'heure qu'il est, on n'en sait rien. C'est-à-dire que vous avez probablement entendu cette information. Mais est-ce que c'est important, je veux dire, l'important c'est qu'il a agressé. Si, c'est d'abord un agresseur. Moi qu'il soit blanc, jaune, noir, rouge. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Tant que ça n'est pas un sujet qui est lié à sa situation, ça n'est donc pas un sujet. Mais donc dans les premières... Voilà, c'est un agresseur. Mais à partir du moment où il y a une problématique au QTF, vous vous intéressez au pays. Donc vous avez envie de savoir d'où il vient, quel est le problème. Il y a une problématique CRA aussi. Moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que... quoi CRA? Centre de rétention administratif. Ce monsieur a été placé 90 jours en centre de rétention administratif. Il a été libéré au bout de 90 jours. Et on rappelle quand même que cet été, le Conseil constitutionnel a censuré une loi pour porter ce délai pour exactement ces cas-là de 90 jours à 210 jours. C'était la loi Philippine. Et ça rappelle justement l'assassin de Philippines qui a été placé en liberté aussi parce qu'il n'y avait pas eu de laissez-passer consulaire avant ces 90 jours. Il faut une révolution pénale, mais il faut Philippines assassiné donc au bois de Boulogne. Il faut aussi une révolution du côté du Conseil constitutionnel. C'est pas possible de censurer ce type de loi avec un prétexte qui est la liberté individuelle de ces agresseurs, de ces délinquants. Ce n'est pas possible. Jérôme Dubu. Non, mais ça pose quand même plusieurs questions. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'on naturalise autant en France? Et quelles sont les conditions de naturalisation? Il va falloir revoir le code de la nationalité pour en revenir à ce qu'avait fait Pasqua dans les années 90, avec un code de la nationalité et donc des naturalisations beaucoup plus restrictives. Enfin, ce monsieur, il a commis des délits, il a été naturalisé vraisemblablement avant, d'après ce qu'on sait, 2018. Que c'était en 2018. Depuis, il a commis des délits. Il faut revoir. Alors, je sais que c'est très politiquement incorrect de dire ça, et que Hollande avait reculé pour les terroristes, mais la déchéance de nationalité, ça existe dans un certain nombre de pays. Ce sera sans doute l'un des sujets de la présidentielle, à n'en pas douter. Le deuxième sujet, c'est le droit d'asile. Oui. Le droit d'asile en France, qu'est-ce que vous voulez, on a 140 000 demandeurs de droit d'asile par an. On en avait dans les années 2000 à peu près 20 000. Vous vous rendez compte? Le droit d'asile. Oui, mais sur ce sujet-là, si je puis me permettre, de toute façon, c'est pas possible. Alors, de toute façon, sur ce... Attendez, Jérôme, juste une chose. Sur ce sujet-là, moi, je ne suis pas tellement d'accord avec votre façon de présenter les choses, parce que, quoi qu'il arrive, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible le nombre d'arrivées en France, parce que quoi qu'il arrive, on les aura. Je veux dire, la démographie du continent africain, elle est
elle est très importante. Là où il y a des choses pour que ça arrive. Oui, non mais donc ce que je veux dire, c'est que on peut pas se cacher les yeux en disant on va réussir à faire baisser. Non, il ne s'agit pas de se cacher les yeux et d'avoir des propos démagogiques. Vous avez compris que je ne disais pas absolument pas la démagogie. C'est pas ce que je voulais dire non plus. Mais je veux dire que l'immigration, elle est là et que ce type de cas, on va à nouveau y être confronté parce que ce sont souvent des gens qui n'ont pas de moyens, qui sont pauvres, qui sont dans des situations qui n'ont pas de suivi. Vous avez une pression démographique terrible de la part de l'Afrique, et cette pression démographique, elle va s'amplifier dans les années qui viennent. Vous avez parfaitement raison de le dire. Simplement, il y a des pays qui réagissent un peu différemment de nous, c'est tout. Magali. Oui, moi je suis d'accord avec Quentin sur l'identification de ce qui se passe au Conseil constitutionnel et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand je parlais des verrous, c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on ait un vrai courage politique de positionner là où les choses pêchent, c'est-à-dire soit effectivement c'était au niveau du suivi, c'était au niveau du Conseil constitue, c'est au niveau de la politique d'immigration. Je dirais à un moment donné, il faut avoir le courage de dire aux Français, ok, on a une situation à laquelle on fait face, maintenant on identifie tout ce qui est problématique et on pose les solutions en face et on a le courage de dire c'est ça la solution, ou alors on n'y arrivera pas, parce que les Français aujourd'hui voit bien que de toute façon, on n'est pas capable pour l'instant de trouver des solutions. Alors il y a la problématique immigration, mais s'il est français depuis 2018 et que je ne sais pas par quel par quel mystère et par quel stratagème il a pu être au QTF, mais vous voyez, on pourrait aussi rétorquer ah non mais c'est pas le problème en fait, c'est-à-dire que là face à ce cas-là qui est encore pour une fois pour ce cas-là, mais pour plein d'autres oui. Le problème c'est pourquoi il est resté français malgré tous ces délits. Enfin. Oui, enfin, même si ça vient de changer un tout petit peu, parce que justement l'année dernière, Bruno Retailleau a supprimé la circulaire Valls, il a mis en place une circulaire Retailleau, et l'année dernière, les naturalisations ont baissé de 43%, donc ça bouge quand même un petit peu. Oui, mais on devrait pouvoir déchoir de sa nationalité un criminel quand il a commis des délits. Bien sûr, bien sûr. Oui. De cette nature. Thierry Garrier, si vous aviez une suggestion, s'il vous plaît, on ne parle pas de Rachida Dati, mais à l'échelon national, si on devait avoir une suggestion sur cette problématique qui est multifactorielle en fait. Parce que il y a 4 ou 5 facettes. Oui, et vous avez raison, donc c'est complexe. Et pour moi, au sens noble, pas au sens de l'excuse, de la culture de l'excuse, mais je pense que la question, c'est la prévention, c'est-à-dire avoir la capacité d'empêcher que ça puisse se produire. Et repérer déjà à l'avance cette sensibilité de certains, parce qu'ils sont peut-être ils ont peut-être des problèmes psychiatriques, ou parce qu'ils n'ont pas été élevés dans le respect de l'autre, et notamment des femmes. Cette capacité à anticiper et à prévenir, notamment dans les transports, dans la vie quotidienne, les incivilités. Vous savez, il y avait la formule de Bloomberg quand il était maire de New York qui disait, et il a réussi en partie à faire baisser la criminalité à New York. Avec la fameuse tolérance zéro. C'est ça, la tolérance zéro. C'est-à-dire que dès qu'une vitre est brisée, dès qu'on envoie un caillou contre une vitre, qu'un gamin en lui me fait comprendre immédiatement. On a déjà essayé. Il y a eu Nicolas Sarkozy avait repris un peu cette idée. Je sais pas, mais moi je constate que toutes les politiques n'ont pas les mêmes résultats. Vous me posez la question, je suis pas un expert, je suis pas candidat à être ministre de l'Intérieur. Je dis juste que la question de la prévention et de l'anticipation, c'est fondamental. Jérôme Dubu, peut-être pour clore sur ce sujet-là, si vous aviez une idée à apporter sur cette problématique. Moi, la réforme je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, la réforme la plus essentielle en matière d'immigration, c'est la réforme du droit d'asile. Malheureusement, on est complètement corseté par un certain nombre de directives européennes qui nous empêchent, avec des critères qui ont été définis dans l'accueil des gens qui sont éligibles au droit d'asile, qui ont été définis au niveau européen. Donc il faut sortir de ce corset européen sur le droit d'asile. On ne peut plus aujourd'hui avoir 140 000 personnes qui demandent le droit d'asile en France tous les ans et seulement 20% qui sont éligibles et les 80 autres % deviennent au QTF et restent sur le territoire national. C'est pas possible. Merci, merci Jérôme. On va passer au coup de cœur, coup de gueule avec vous. Hein. Vous allez nous dire ce qui vous a ému cette année. On commence avec vous, Magali Vicenne. Je rappelle que vous êtes communicante, que vous parlez à l'oreille des politiques. C'est vrai ça ? Vous les travaillez toute l'année. Vous leur dites ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Exactement. Il y a 3 parties. Sur cette notion de non-verbal et de paraverbal. Exactement. Vous êtes capable d'analyser aussi le comportement de Thierry Garrier. Oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Les bras croisés, il paraît que c'est pas très bon.
C'est une posture fermée. J'écoute. C'est une posture fermée. Mais les bras fermés. Bon, voilà. C'est pour m'empêcher de parler trop, parce que je parle trop et je lui coupe trop la parole. C'est plutôt pour ça que je le ferme moi-même. Mais c'est passionnant de vous avoir. C'est une notion de contrôle, du coup. Mais exactement, pour contrôler. C'est passionnant de vous avoir autour de la table, Thierry Garrier. Merci beaucoup. Magali Vicente, donc on commence avec vous. C'est coup de cœur, coup de gueule. Vous avez choisi de nous parler des journalistes et chroniqueurs qui ont fait vivre l'actu en 2025. Exactement, parce que moi je me suis dit en cette fin d'année, j'ai quand même passé beaucoup cette année de coup de gueule. Je me suis dit, bon, on est en fin d'année, je suis plutôt du genre positive. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de passer comme coup de cœur? Alors j'ai rédigé 2 petites lignes. Mais voilà, en cette fin d'année, mon coup de cœur va à toutes ces voix qui continuent jour après jour de faire vivre le débat, de transmettre des émotions et de créer du lien. Celles qu'on entend, celles qu'on écoute, celles qu'on découvre, y compris ici sur Sud Radio, où la parole circule librement et où chacun peut apporter sa nuance. Alors, merci à toutes ces voix qui nous accompagnent, nous questionnent et nous rappellent que la démocratie commence toujours par quelqu'un qui ose parler. Ah non, mais merci pour ces mots, parce que c'est... Non, mais c'est vrai. C'est beau. En fait, finalement, on oublie toujours ce qu'il y a de plus essentiel et ce qu'il y a de plus, j'ai envie de dire, presque basique, mais c'est la base de la démocratie, vous venez de le dire. Très justement, la voix, mais surtout le fait de se contredire. Le fait d'avoir des opinions différentes. Et moi, je condamne absolument cette société où on veut tous nous enfermer dans des algorithmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la théorie Facebook. En fait, on t'enferme avec ce que tu aimes, et puis surtout, du coup, tu ne dialogues plus avec ceux que tu n'aimes pas. Mais moi, j'aime bien partager des moments avec des gens dont je ne partage pas les idées. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'amitié en plus. Absolument aucun rapport. On peut bien s'entendre humainement, être totalement en désaccord. D'ailleurs, je suis persuadé que Thierry Garrier et Jérôme Dubus s'apprécient beaucoup, mais on a compris qu'il y avait... Voilà, on a compris qu'il y avait des désaccords politiques qui peuvent très bien s'arranger. Il nous a expliqué qu'on ne se fréquentait pas assez, on va se fréquenter un peu plus. Vous avancez une perche. Non, mais on n'a pas vraiment des accords. On a des accords sur la méthode. Oui, on a bien compris. Alors justement, Thierry Garrier, vous, votre coup de cœur? Moi, je vais faire très court, c'est à la fois un coup de gueule et un coup de cœur. D'accord. Je voudrais soutenir un garçon avec qui je ne suis pas toujours d'accord politiquement d'ailleurs, mais qui là est attaqué à tort et sur des raisons. C'est Mathias Vargon, le docteur Mathias Vargon, le patron des urgences de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Eh bien, il a, sur un plateau de télévision, BFM TV, pris position pour une obligation de vaccination contre la grippe, par exemple, des plus de 65 ans. C'est discutable, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Mais à la suite de cette prise de position, il a été attaqué notamment par des députés LFI, parce que il prendrait une attitude qui est trop pro-vax, d'accord, mais surtout, l'argument des militants LFI, c'est parce que il aurait soutenu le génocide à Gaza, sous-entendu, parce que Mathias Vargon est juif, en fait, c'est un docteur, un médecin très compétent. C'est exactement ce qu'on disait au début de cette émission. Le racisme et l'antisémitisme est un racisme, bien sûr, comme tous les autres, inacceptable. Non, mais très bien. Mais pour moi, c'est naturel, c'est humain. C'est insupportable de pouvoir assigner à fortiori de renvoyer quelqu'un. Voilà. Donc moi, je voudrais dire à Mathias Vargon, bravo, continuez. On peut ne pas être d'accord, on discutera avec vous, mais voilà, par ailleurs, je suis vacciné, j'ai plus de 65 ans, donc Covid et grippe. Moi, j'ai pas 65 ans, je suis vacciné, et quoi qu'il arrive, je vous rejoins. Soutien au docteur Vargon. Soutien au docteur Vargon. Contre la haine et contre l'antisémitisme. Exactement, bravo. Jérôme Dubus, c'est votre tour. Quel est le coup de cœur? Agriculture, je crois. Oui. C'est un coup de cœur à nos agriculteurs. Alors, ça paraît un peu banal, mais j'ai regardé ce matin les images de février 24, ils étaient déjà sur les ronds-points, ils étaient déjà sur les autoroutes, à faire des blocages, etc. Les revendications étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Exactement les mêmes. Oui. Et je les vois 2 ans plus tard revenir dans des manifestations, revenir sur les ronds-points, revenir pour bloquer des routes, etc., avec les mêmes revendications à peu de choses près. Donc je me dis que la parole du politique, je me souviens de M. Attal, qui s'était précipité dans les ballots de paille dans le sud-ouest pour essayer d'atténuer ou en tout cas faire en sorte que la colère ne monte pas trop. Bon, voilà, ça rejoint un peu ce que disait Magali sur la parole du politique qui n'est plus respectée, qui n'est plus écoutée et qui n'est plus crédible. Vous avez raison. Quentin Gérard, journaliste au JDD, votre coup de cœur, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, parce que quoi qu'on pense de lui, son retour, ça fait 1 an qu'il est revenu à la Maison-Blanche, c'est assez fracassant. Quand on se compare, nous, en Europe, on est timorés, ça fait 2 années de suite en France qu'on a du mal à faire passer un budget.
Lui, il a donné un cap clair à son pays. Les Américains savent où ils vont. C'est America First. C'est quoi? C'est le courage qui vous... Oui, c'est l'Amérique. Sa volonté de faire. Oui, dans un monde en pleine mutation, ça bouge de partout. Pour ou contre. En politique, ça bouge. Les résultats sur l'immigration sont assez spectaculaires. En économie, même si les droits de douane, d'un point de vue libéral, j'en suis un. Bon, elle se casse la gueule, l'économie américaine. Ça va pas très très fort. 4% de croissance au troisième trimestre dernier, 2025. On a 0,5 en France. 5,5 l'an dernier. Oui, donc, mais ça tient. Pour l'instant, ça tient. Et en international aussi, c'est l'Amérique d'abord. Il y a des résultats. Il a mis fin à plusieurs guerres. Et je pense pas. On verra. Pas vite, mais la fin à plusieurs guerres, on verra. Dans l'optimisme de Quentin. Mais bon, c'est bien. En tous les cas, voilà, c'est vrai qu'une chose est sûre, il anime les débats. Ça, c'est sûr. Il a permis quand même des escalades. Israël Hamas, il y a quand même pas mal. Mais c'est le genre de choses qu'on vérifie aussi sur le temps. On verra. Et dernière chose. Je pense pas qu'il soit anti-européen. Bon, on se trompe là-dessus, j'ai pas le temps d'y revenir, mais au moins il nous met face à nos contradictions, il nous pousse dans nos tranchants. Et pour ça, au moins, ça nous oblige. On peut lui dire merci, au moins pour ça. Ça nous oblige à avoir peut-être un sentiment européen, peut-être un peu plus fort. Merci à tous, Magali Vicente, Quentin Gérard, Thierry Guerrier et Jérôme Dubu de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. La publicité, le journal, on se retrouve juste après. Pourquoi? 2 coups d'actu, 2 actus et 2 invités. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai.